Bienvenue à tous et à toutes. Cette fois, après plusieurs épisodes spécifiques, voire hors série, on revient aux sources, à la base, c'est-à-dire un film, ce qu'on aime et notre analyse. Alors installez-vous confortablement au coin du feu pour évoquer Once Upon a Time in Hollywood. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time. Mais tout d'abord, est-ce que ça va, Davin? Ça va très bien, mais c'est Once Upon a Time in Hollywood. C'est important In en fait Hollywood. de pas couper les titres à la moitié, parce que sinon ça n'a C'est vrai, plus parce que aucun sinon, sens. Hein. Les gens vont confondre avec la série, c'est possible, c'est possible. Oui, Il y a en la plus série c'est Once vrai, Upon a oui, il y a une Time. série, c'est vrai. Donc vraiment, voilà, précise-le, c'est le C'est film de Tarantino. Tout à fait, tout à fait. Bon, est-ce que t'es content de parler de ce film? Bah, pas Est-ce du que tout, ce je l'ai détesté en fait. Tu Bah, me forces à faire cette émission là, je suis menotté et tu me forces à faire une émission donc je n'ai pas envie de faire. Merci. Ah, c'est vrai qu'on a été, on n'a pas eu le même avis hein, sur le film, clairement. Bah non. Bon. Enfin si, oui, bien sûr, on n'a pas eu le même avis, mais surtout Après, c'est un globalement, film. on a aimé. C'est un film où j'avais des attentes particulières, on reparlera un peu de ça tout à l'heure, et ces attentes particulières ont été complètement déjouées en voyant le film, et en plus il prend une voix qui à la base, je suis pas très friand de ce genre de narration et de prise de position scénaristique, Ouais. donc sur le coup j'étais un peu chamboulé on va dire, c'était pas l'amour fou avec ce film. Mais finalement, avec le temps, en y réfléchissant un peu, en analysant un peu les messages que Tarantino voulait faire passer, et ben finalement, en fait, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, de toute façon, je savais que t'avais bien aimé. C'est simple, si Davan n'aurait pas aimé le film, on n'en aurait pas parlé. Hein. À part si on Exactement. aurait fait un gros clash de malade. Bon, moi, généralement, quand on aime un film, on l'aime plutôt tous les deux. Enfin, non, il y a eu quand même des films. Bon, on s'en fout des autres films. On s'en fout de ça, on s'en fout. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, je voulais dire à mes auditeurs qui nous écoutent, je suis désolé pour l'épisode précédent. Excuse-toi. Pour le- Dépêche-toi. Excusez-moi, honnêtement. Alors, on a dit clairement qu'on s'était amélioré Ça au va. niveau de l'audio et j'avais un vieil écho dégueulasse. Donc c'est assez ironique. Hein. Le mec, Ça il est va. là, il se vante d'avoir un meilleur audio et l'audio est un peu déplorable. Hein. J'ai voulu tester une nouvelle pièce. Une honte. Ah, c'est une honte. Ah, mais J'ai les gens, hésité d'ailleurs les gens à nous ont continuer le podcast. insultés sur les réseaux sociaux à cause de ça. hein. J'espère que t'en as Les mecs ont conscience. fait un bad buzz pour leur anniversaire de... Mais il y a eu des podcast. manifs dans la rue. Je sais pas si t'es au courant. Ah si, c'était ça. Oui. C'était ça. C'était plus de 20 000 devant, Avec- devant le palais de justice. Le mec, il n'a pas la grosse tête. Les mecs, ils vivent dans une vie parallèle. C'est ça. On est un peu comme Tarantino. On On réécrit est un peu comme l'histoire. Manson. Voilà, sans transition. Donc, après ce point dit, donc on va retourner aux bases. Pour ce soir, on va prendre ce film-là et le décortiquer. Et voilà, et vous en dire en fait les détails croustillants. Voilà. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, qui est sorti en 2019, qui a été réalisé et scénarisé par Quentin Tarantino, le grand, avec comme acteur Brad Pitt dans le rôle de Cliff, Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick et Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate. Bon, après, je cite les acteurs principaux quoi, en fait, Oui. du film. Voilà. Juste assis avant, moi, par rapport à Tarantino, je suis pas un fan de Tarantino, clairement. Mais c'est vrai que généralement, j'aime bien ses films parce qu'il. Parce qu'il montre. Ouais. Je vais dire une connerie. Parce que c'est. Parce que c'est le genre de réalisateur qui. Je sais pas ce que tu allais dire, hein. J'ai plusieurs idées en tête. C'est extrêmement perturbant. Ça va. Perturbant. J'aurais privé une joke quoi. Bon vas-y continue. Et du coup, ouais, non, ce que j'aime bien chez Tarantino, sans être un gros fan, voilà,
c'est que, bon, lui, c'est déjà un mec, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre des codes. Il fait vraiment comme il en a envie, et après, ça passe ou ça casse, quoi, en fait. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais du coup, moi, j'ai tendance à apprécier ce qu'il fait parce il a il s'imprègne un peu des films d'arts martiaux. Il a toujours des dialogues pour ses personnages assez pertinents, ce que j'aime beaucoup. Il ajoute toujours de la musique un peu qui est liée à ses films, ou des musiques pop et tout, etc. À chaque fois, je trouve que les musiques sont extrêmement bien choisies. Et il a souvent des messages qui sont sur le racisme un peu. Il est attiré par ça et tout. Enfin, il fait beaucoup de films liés à ce qu'on appelle la blaxploitation ou la blaxploitation. En fait, c'est des films en fait qui sont apparus autour des années 1970. Et d'ailleurs, c'est Once Upon a Time in Hollywood et juste avant tout ça en fait. Et c'est des films en fait qui sont apparus à ce moment-là où ils ont mis en fait les Afro-Américains plus dans des seconds rôles. Ils ont mis les Afro-Américains dans des rôles normaux entre guillemets. Ils n'avaient plus le rôle de de serveur, de bandit, d'esclave, etc. Et les films de blaxploitation, c'est ça, c'est de remettre les gens afro-américains, mais dans des rôles normaux, quoi, comme tout le monde. Ouais. Il est attiré par ça et tout. Et bref, j'aime beaucoup en fait Tarantino pour ça, mais sans être un gros fan, quoi. Après, toi, je ne sais pas quel est ton... moi, fan bien sûr, c'est un grand mot, fan. Voilà, je suis pas un inconditionnel de Tarantino, mais quand même, je suis relativement admiratif de sa carrière et de tout son travail. Je trouve qu'à chaque fois que tu vas voir un Tarantino, c'est t'aimes ou pas, mais c'est toujours un film qui va te surprendre. Tu sais que tu vas voir quelque chose de qualité. Tu sais que voilà, ça va pas être un truc générique, très commercial. Voilà, le mec fait un peu, comme tu disais, il fait un peu ce qu'il veut. Et justement, je voulais parler de ça. Parce que Tarantino, du coup, moi, ça reste quand même marquant, on va dire, dans ma vie. Parce que avant, je consommais beaucoup le cinéma, comme beaucoup de gens, un peu en fast-food, en mode... je bouffe du film en quantité, et puis je m'en fous un peu de la qualité, etc. C'est du moment que j'en vois plein. Je sais pas si tu te souviens, parce qu'on était en classe à la même époque, on avait 18-19 ans à peu près, et on avait eu un cours avec une prof de français, qui nous avait fait regarder en fait Kill Bill tout en décrivant... Prof d'anglais, non ? Non, prof d'anglais ou de français, on s'en fiche en fait. Mais non, c'est très important. Oui, très important. Bien sûr. Oui, prof d'anglais peut-être. Enfin, bref, on avait regardé Kill Bill et elle nous avait décrit en fait tout le côté philosophique qu'il y avait quasiment sur chaque scène. Elle avait décrit vraiment, on s'était tapé tout le film et chaque scène, elle nous expliquait à l'arrière toute la pensée philosophique qu'il y avait, toute la représentation même un peu religieuse de certains plans. Enfin, il y avait toute une analyse en fait derrière le film, et moi ça m'avait vraiment plu pour le coup, et je crois que c'est à partir de ce cours là, tu vois, que je me suis rendu compte que les films c'est pas juste du divertissement à consommer. Il y a certains scénaristes, réalisateurs, auteurs, etc. qui sont là pour faire passer des messages, pour créer vraiment quelque chose, et je pense à partir de ce jour là que j'ai vu le cinéma différemment. Donc voilà, je voulais remercier cette prof d'anglais du coup, parce qu'elle elle saura jamais que ça a été un tournant, et du coup c'est pour ça, s'il y a genre des profs qui nous écoutent, n'hésitez pas, parce qu'on n'a pas fait ça pendant 2 mois, tu vois, c'était même en fin d'année je crois, ou je sais plus trop, mais n'hésitez pas, de temps en temps, n'hésitez pas à prendre 1 heure ou 2 ou 3 sur votre emploi du temps, et puis partager un vrai truc qui vous passionne avec vos élèves, parce que vraiment ça peut être marquant pour les élèves et ça peut leur faire voir la vie différemment, quoi. C'était mon petit message. D'ailleurs, en plus d'ailleurs c'est une prof qui restera dans mes pensées comme comme une pédagogie positive en fait. Ouais, c'est clair. Même si on faisait les cons à cette époque-là, voilà. Mais du coup non, c'est vrai que c'était bien. Mais encore moi, tu vois, au moment où on me l'avait présenté, j'avais du mal en fait avec Kill Bill du coup. D'accord. J'avais du mal avec Kill Bill. Alors, je sais pas, parce que je trouvais que c'était... ça représentait mal les arts martiaux et tout. Je pense que c'était plus une... comment dire ? Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit souvent. C'est toi, tu regardes un film, donc genre tu voulais voir des arts martiaux et t'es pas satisfait de ça, donc t'aimes pas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant de voir quelqu'un qui est passionné par une œuvre, c'est que lui va te présenter pourquoi il en est passionné. Et du coup, il y a tout un pan, là, tout le côté philosophique, etc. de Kill Bill.
quasiment personne le remarque quand tu regardes le film. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir cette analyse où la personne va te décrire vraiment pourquoi cette scène est importante, etc. Et tu vois le film complètement différemment après. C'est ça qui est beau, je trouve. Ouais, oui, c'est clair, ouais. Mais après, maintenant que je me suis encore plus... que j'apprécie encore plus les films d'arts martiaux, parce qu'avant j'avais du mal avec les films d'arts martiaux, un peu ce qu'on appelle les films... alors c'est les films Wuxia, je ne sais plus comment on dit, les films de sabre asiatiques en fait, où t'as vraiment des combats de voltige, etc. et tout. J'ai toujours eu du mal avec ces films-là, un peu comme Tigre et Dragon, tu vois. Et pourtant, en fait, Tarantino, c'est vraiment ce genre de film-là qui enfin, ça faisait partie des films qui lui plaisaient beaucoup. Et c'était pour ça que j'avais du mal à adhérer à son film, alors qu'en fait, ce genre de film, généralement, comme Tigre et Dragon d'ailleurs, comme d'autres, tout ce côté superficiel, en fait, ça va beaucoup plus loin. Il y a tout un pan spirituel, et en fait, tu viens de le dire, tu as tout un côté philosophique, mais pour le comprendre, il faut vraiment approfondir le truc, quoi. Il faut vraiment aller plus loin que ce qu'on voit. Et c'est vrai que, comme tu dis, après moi, Tarantino, sans dire que je suis fan, c'est un peu comme toi, dès qu'il sort un truc, je le dis, il faut que je le vois. Oui, c'est clair. Puis Tarantino, aussi un truc que j'adore, c'est ses dialogues. Tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Je trouve, moi, la qualité des dialogues à chaque fois, genre Pulp Fiction, c'est vraiment celui qui m'a marqué. Carrément. Je trouve que les dialogues dans Pulp Fiction sont complètement dingues. Et par exemple, moi, c'est un film à lui qui est un peu moins aimé globalement, on va dire. C'est Les 8 salopards. Que moi je surkiffe en fait, ce huis clos, moi j'adore, et la qualité de dialogue de Tarantino fait que ce huis clos devient génial pour moi, et donc voilà, moi la qualité des dialogues dans Tarantino, je peux juste me poser et écouter des personnages parler, je trouve que c'est tout le temps intéressant, il n'y a pas de temps mort quasiment, et j'adore quoi. D'ailleurs là, dans ce film du coup, dans Once Upon a Time in Hollywood, il a casser un peu certains trucs qu'il faisait, dans le sens où tu vois, tu parlais de Pulp Fiction et Pulp Fiction, tu m'énerves. Non mais là il va falloir que je le dise fiction, à l'antenne. Fiction. Non mais c'est Pulp. Faut que je le dise au monde. Ah oui, c'est vrai que moi je n'assume plus. Quand je réécoute les émissions, oui t'as dit Pulp. Non mais c'est chaud. Ah oui, j'ai un franc-anglais. Ah ouais. Non mais des fois quand je réécoute des morceaux d'émissions et que je t'entends avec ton accent. Ah, tu me l'avais dit il y a pas longtemps. Oui, mais il était temps en plus pour Poulpe. Il était temps que je le dise à l'antenne, que les gens sachent que je me désolidarise de toi, quoi. Donc, Poulpe Fiction. Le mec tombe de sa chaise, on dirait. Et enfin, généralement, les films, dont celui-là, les films de Tarantino, il fait souvent, en fait, il y a pas, c'est non linéaire, c'est pas chronologique. T'as des retours en arrière, t'as des ellipses temporelles. Enfin, c'est un puzzle en fait au niveau chronologie d'histoire. Et généralement. Et là, pour le coup, pour Once Upon a Time, c'est pas du tout le cas. Du coup, ça se suit concrètement. Et j'ai trouvé, sans spoiler pour l'instant, j'ai trouvé qu'il y a une grosse partie du film où du coup, t'as pas la patte qu'on appelle la patte tarantinesque un peu. Ouais. C'est, je trouve, hein, t'as pas beaucoup d'action, t'as pas beaucoup de, ah oui, bah ça met du temps. C'est très long, ça met du temps, ouais. Donc, après c'est appréciable. C'est appréciable parce que pareil, comme on le dit là, derrière ce film Once Upon a Time, en fait, il parle vraiment de ce qu'il aime, Tarantino. Et il a beaucoup, pour tous ses films, il a beaucoup été imprégné par le western spaghetti, qu'on voit d'ailleurs dans Kill Bill, et on va y revenir après, je préciserai plus spécifiquement ce que c'est, et les séries B, les films des séries B, on voit que c'est vraiment son truc, quoi. Et justement, grâce à Tarantino, bon, enfin plus ou moins, ouais, grâce à lui, j'ai compris ce que c'était réellement qu'une série B, parce qu'avant, pour moi, les films de série B, c'était les films... de merde. Un truc de merde. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était des films de merde. J'avais pas. En fait, alors que maintenant, non. Et je crois qu'il y avait un journaliste d'ailleurs qui avait essayé de faire la distinction en disant que les films à petit budget qui étaient pourris, entre guillemets, il les appelait les films de série Z. Mais que les films de série B, en fait, non. C'était à l'origine, c'est des longs métrages à petit budget. Mais pour autant, ça parle de choses. Parfois, mais super intéressante. En fait, il y a des chefs-d'œuvre quoi en film de série B. Ouais. Et ça, je ne savais pas quoi. Mais c'est grâce à lui, plus ou moins, que du coup, je me suis renseigné, que j'ai appris ça. Et du coup, j'ai appris d'autres choses. Et on va y revenir après, parce que grâce à
à ce film donc qui se passe en fait lors du passage en fait du vieil Hollywood au nouvel Hollywood. C'est un peu tout le délire du film quoi. Avec les deux protagonistes en gros, on a Rick et Cliff quoi. T'as l'acteur et le cascadeur. Donc ce qu'il faut expliquer, oui, c'est que l'histoire se passe dans un univers, on va dire, réel, avec des personnages réels. Genre Sharon Tate, il y a Roman Polanski, une sorte de un être tout à fait appréciable. Excusez-moi, je vomissais. Donc ça se passe dans un univers complètement crédible et réaliste, mais il y incorpore son propre cinéma, donc ses propres personnages, etc. Et les personnages de DiCaprio et de Brad Pitt sont des personnages de fiction totale. Ils n'ont pas existé dans la vraie vie. Et du coup, c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure. Moi, tu le sais, on en avait parlé déjà à l'époque du dernier Samouraï, notre podcast là-dessus. Oui, tout à fait, ouais. J'ai toujours du mal à me situer, à savoir si j'aime ou pas quand un film reprend des faits réels et les modifie, parce que je trouve que c'est une sorte de révisionnisme un peu. Donc c'est un peu un mot très dur, mais en gros, on va dire une sorte de révisionnisme culturel. Et je sais pas où me placer à chaque fois là-dessus. Là, on en parlera plus tard, tout à l'heure, quand on parlera de la fin du film. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un avis qui est partagé en fait à chaque fois là-dessus, et qui, sur ce film, pour le coup, avec le temps, en analysant un peu plus le film, je trouve que ça apporte un superbe message, etc. Et donc, c'est bien passé finalement. J'ai réussi à comprendre le message, mais sur le coup, c'est ce qui m'avait un peu déplu, c'est que je connaissais tout à fait l'affaire Manson, et donc, pour ceux que tout le monde le sait à peu près, mais le meurtre donc de Sharon Tate. Du coup, j'avais un peu des attentes à ce niveau-là. Je pensais vraiment que ça allait être des personnages fictifs qui allaient se mélanger à la vraie histoire et qu'ils allaient interagir ensemble. Et ça, c'est ce que j'attendais. Je trouvais ça intéressant de me dire que des personnages de fiction pouvaient s'intégrer dans la réalité. Et quand j'ai vu que finalement la réalité, en gros, les personnages de fiction vont faire que la réalité devient différente, j'étais partagé. Parce que quand je suis sorti du film, la première réaction que j'ai eue, c'était de me dire quel intérêt. C'était ça. Je me disais, c'est quoi l'intérêt de raconter cette histoire, vu qu'elle est fausse, vu que... Et donc c'est pour ça on en parlera tout à l'heure, mais toute l'analyse qu'il y a derrière, du coup, j'ai compris pourquoi en fait. Mais sur le coup, comme j'avais des attentes, je comprenais pas l'intérêt. Mais j'ai compris l'intérêt plus tard. Voilà, et on en parlera en arrivant sur la fin. Et d'ailleurs, ça a un nom en fait, ce méthode de réécriture en fait de l'histoire, on va dire. Ouais. Ça s'appelle une uchronie. Je ne savais pas. Une macronie. Une uchronie. Une macronie. Non, une uchronie. Une macronie. Macronie, c'est les fans de Macron, ça non? Oui, c'était une blague. Le mec, il était sérieux. Non, c'est une uchronie. Je suis clair et formel. Je suis clair, oui. Je me dis, peut-être que je m'exprime mal encore. D'ailleurs, du coup, en parlant d'Uchronie, du coup, finalement, Tarantino est assez habitué du fait, parce que c'est exactement ce qu'il fait finalement dans Inglourious Basterds. Exactement. On va pas spoiler, mais en gros, la fin, c'est un énorme feu d'artifice où ça tue du nazi à tire-larigot. Et c'est un truc, en gros, tout le film est crédible dans un univers crédible, etc. Ça parle même d'un attentat qui a vraiment failli avoir lieu contre Hitler. Bon, en gros, on spoil un mini truc, mais bon, en gros, dans le film de Tarantino, l'attentat, on va dire, plus que réussi, quoi. Et pareil, un peu dans Django, avec, je trouve, c'est un peu ce que Tarantino fait. C'est comme s'il te racontait une partie de l'histoire. Donc, Inglourious Basterds, c'était le régime nazi. Django, c'est un peu l'esclavagisme. Et qu'à la fin, en fait, il se faisait plaisir et il disait, allez, défoncez-les. Et il se fait kiffer, il fait une putain de scène où ça tire dans tous les sens et en gros il se fait plaisir, quoi. Et là c'est exactement ce qu'il fait. Il fait sa fin rêvée en fait à chaque fois. Ouais, c'est ça. T'as l'impression il fait la fin qui rêverait de cette histoire. Exactement. Alors qu'en réalité c'est faux. Et là du coup, avec le cinéma de la réalité, quoi, presque. C'est ça. Ce qu'il fait à chaque fois. Ouais. Et du coup, mais c'est la première fois du coup que ça m'avait un peu dérangé du coup dans Once Upon, parce que du coup dans Inglourious Basterds, c'est des nazis et Hitler, donc
c'est marrant, c'est jouissif, tu vois, tout le monde déteste les nazis et Hitler, donc c'est marrant de les voir se faire exploser. Dans Django, pareil, tout le monde déteste les esclavagistes, les racistes, etc. Donc c'est jouissif que ça se termine comme ça. Mais là, du coup, j'étais plus dubitatif. Mais on y reviendra sur la fin encore une fois. J'ai envie d'en parler de cette fin, tu l'as remarqué? Oui, je sens. J'ai beaucoup de choses à dire, donc faut nous écouter jusqu'à la fin du podcast. Je pète un câble, moi, sur cette émission. Ah, c'est parce qu'on a dépassé nos 1 an. Maintenant, il n'y a plus de limite. Non, il n'y a plus de limite. Là, on est en saison 2. Hein. Je vais essayer d'instaurer ça, donc vous regarderez sur notre podcast. Je vais essayer. Ça va être très technique. Hein. C'est bon, attends. On est apprécié par Flavie Flamand. On est apprécié par. Le mec ne se sent plus pisser. On a eu un petit commentaire de Flavie Flamand. Ça y est, toi, t'es aux anges. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Ouais, on dépasse nos 1 an et il y a tout un tas de personnes connues qui nous appellent. Le mec exagère pas trop dessus. Il passe à l'apéro demain soir. Ouais, c'est ça. Ils vont bientôt arriver là. On va les inviter pour la suite de l'émission. Bon. Un petit peu de sérieux comme on dit à chaque fois. Hein, parce que vous avez vu, on digresse. Hein. Ouais, c'est terrible quoi. C'est terrible. On est censé être une émission sérieuse. Ah ouais, sérieux. Il faut rigoler un peu, hein. Il faut détendre l'atmosphère parce que les gens sont sous pression. Ils attendent, ils attendent qu'on parle réellement du film et on a été très vague. Bon, on va passer au spoil, hein, clairement. Oui, allez, on rentre en spoil. On spoil. Mais comme d'habitude, oui, c'est ça. Faut regarder le film avant, c'est le mieux. Voilà. Allons-y avec la première scène de Once Upon a Time. Hein. Donc, je vais prendre cette voix maintenant. Je commence un truc. Donc, la première scène, c'est donc Al Pacino qui joue le rôle de Schwarz, et pas Schwarz. Il précise que dans Schwarz, il n'y a pas de T. Et s'il fait cette petite précision, c'est pas pour rien. C'est parce que donc Al Pacino joue le rôle d'un producteur. Et il existait un réel producteur qui s'appelait Marvin Schwarz avec un T. Et du coup, lui, il précise dans le film que non, lui, il n'y a pas de T, quoi. Faut pas dire le T. Donc déjà, tu sens que Tarantino, déjà, il réécrit l'histoire déjà dès le départ, quoi. Il a créé son propre personnage. Enfin bon. Et du coup, ça se passe... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il annonce à Rick, donc Rick Dalton, qui est Leonardo DiCaprio, qu'il est ringard à jouer des méchants prévisibles dans ses films. Bon, il le dit de façon gentille, hein, mais bon, il dit clairement, quoi. Rick sera effondré un peu par la suite. Et du coup, il dit qu'il faudrait qu'il arrête. Parce qu'il est célèbre actuellement dans une série qui s'appelle Bounty Law, qui s'appelle Chasseur de primes. Et encore une fois, pour faire la comparaison réelle, ce truc, c'est un truc qui est inspiré d'une vraie série, d'une série réelle, qui s'appelle Au nom de la loi, et qui avait comme personnage principal, je crois que c'était, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était Burt Reynolds. Je crois que c'était Burt Reynolds qui était dans Au nom de la loi, à vérifier. Mais bon, voilà, c'était Burt Reynolds qui jouait beaucoup de rôles de western. Et en fait, Rick Dalton, malgré, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit un personnage fictif, il est vraiment inspiré de Burt Reynolds. Et d'ailleurs, Tarantino voulait le faire jouer, Burt Reynolds, à la place comment il s'appelle? Du vieux qu'on retrouve dans le ranch. Ouais, d'accord. Tu vois? Et malheureusement, Burt Reynolds est mort avant le tournage en fait du film. Mais il aurait voulu, voilà, il s'inspire d'un personnage qui a réellement vécu, qui a réellement fait des films alliés au western. Il aurait voulu l'inviter dans le film. Et c'est ce qui est fou dans ce film. Et on va pas. C'est qu'il y a un casting de ouf. Ouais, il y a un casting de ouf pour un peu cet hommage en fait à l'ancien Hollywood, au western, etc. Et tous les personnages en fait qu'il adore, Tarantino, mais il a fait des références de tous les côtés, c'est un truc de malade. Ah oui. Mais c'est ça c'est ce qu'on disait avec Kill Bill, c'est que tu vois le film, on va dire pas comme un noob, mais tu vois le film comme le grand public, on va dire, qui est pas forcément averti sur tous les sujets, c'est normal. Et ben en fait tu passes à côté d'énormément de choses, mais pour un cinéphile, un cinéaste ou même quelqu'un qui connaît tel ou tel sujet, t'es pas obligé de connaître toutes les références, ça c'est pour les... Ah bah c'est sûr. Mais du coup tu prends ton kiff à
à voir tous ces petits hommages de tous les sens, c'est ça qui est super, quoi. C'est dingue, moi je trouve ça dingue. Parce qu'il y en a tellement plein, mais... enfin bon, il y a plein de trucs que moi j'ai vu en fait par la suite, Oui, bah, après c'est le ça. film, en se renseignant, parce que c'est comme c'est ce qu'on aime faire, c'est approfondir en fait le sujet du film, et comme ça on vous l'expose ici et tout, et puis on prend plaisir à le faire. C'est ça, ouais. Mais tu te rends compte qu'il y a tellement de choses. c'est dingue, je trouve. Ouais. Rien que le début, avec Al Pacino, quoi. Donc du coup, Rick, qui est en plein déclin, on va dire, hein, dans le western américain, dans les films de western américains, c'est ce qui va se passer, c'est que Al Pacino va lui proposer de jouer dans le western Spaghetti, ce que j'avais cité tout à l'heure. Donc voilà, donc là c'est toi tu citais les 8 salopards, qui est du western spaghetti, quoi, que Tarantino aime. Et là, ce qui est marrant, c'est que Tarantino, en prenant une histoire vraie, il va quand même réussir à ajouter ce qu'il apprécie, donc le western spaghetti, en faisant un enchevêtrement en fait d'histoire entre la fiction de Rick et la vraie vie de Rick, en fait, qu'on va suivre tout le long de l'histoire. Et il va réussir à rajouter tout ça, je trouve ça assez ingénieux. Et du coup, on va comprendre au début ce qui se passe, c'est que Rick refuse de faire du western spaghetti, et le western spaghetti, en gros, c'est du western italien. Et je vais y revenir tout à l'heure, vraiment la différence, mais il y a une différence super intéressante entre le western italien à cette époque et le western américain. Oui, mais je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est vraiment, pour le coup, quand je suis tombé dessus, j'ai fait ah ouais, c'était super intéressant. Mais on y reviendra tout à l'heure. Restez. En fait, on n'arrête pas de teaser, hein, on n'arrête pas de teaser. Pour ouais, le moment, clair. on dit que de la merde depuis le début. Et tout à l'heure, ça va être plutôt cool, quoi. C'est clair. Bref, du coup, après, on voit l'apparition de Cliff. Juste un détail que je voulais dire sur DiCaprio. Ouais. Un truc qui m'a beaucoup embêté aussi dans le film, c'est que c'est pas le doubleur VF de DiCaprio que je préfère. En fait, DiCaprio, il a deux doubleurs officiels, on va dire, en France, qui se partagent un peu les rôles. J'ai l'impression, je sais pas de qui ça dépend, si c'est suivant le studio hollywoodien de cinéma ou quoi, je sais pas s'il y a des demandes particulières. Mais du coup, en fait, c'est pas que j'aime pas celui de Once Upon a Time in Hollywood, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'aime tellement l'autre. Et pour moi, voilà, c'est un peu comme Eddie Murphy avec le doubleur VF Eli Hondo qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Pour moi, j'aime Eddie Murphy parce que j'aime son doubleur VF, tu vois. C'est tellement culte. Et DiCaprio, je suis désolé, moi, DiCaprio, j'adore tellement de films de lui. Mais grâce en partie à sa VF que je trouve vraiment génialissime. La VF de DiCaprio, elle est un peu aiguë et ça lui donne ce côté un peu... pas enfantin qu'il a, mais tu sais, il a un côté très jeune, je trouve, DiCaprio. Et sa VF est tellement en accord avec son physique, je trouve, que à chaque fois que je suis sur l'autre VF, je suis toujours un peu déçu. Parce que j'adore DiCaprio, mais à chaque fois que je vais dans un film où c'est pas la bonne VF, c'est pas le DiCaprio que j'aime le plus, tu vois. Donc, mais voilà. je comprends, en fait. Je comprends parce que c'est comme... quand t'as l'habitude, vu que tu kiffes cet acteur, c'est comme si, je sais pas, pour prendre un exemple vraiment... fort, c'est comme si Homer Simpson, tu lui changeais. Voilà. Non, mais quasiment, ouais, c'est là, ça. Voilà, non, tu prends Homer Simpson en version anglaise, voilà. Tu regardes en version américaine. Ça fait, moi, je peux pas. Faut que je le vois en version gâché, française. quoi. La parce VF que le doubleur a toute bonne, l'importance. C'est ça. C'est ça. Donc je comprends, ouais. Moi, ça va. Moi, ça m'a pas trop fait bizarre, tu vois. Ouais. Ça allait. Parce que peut-être que j'ai moins l'habitude de regarder les films de DiCaprio. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je trouvais intéressante. En parlant du film DiCaprio, il a évoqué ce que tu avais déjà évoqué dans un autre podcast. C'est qu'il disait justement qu'il regrettait en fait l'époque où on devait attendre, qu'on devait s'impatienter en fait, patienter plutôt, de voir par exemple, en prenant l'exemple des séries, que les épisodes sortaient tous les temps de machin, et il disait c'était bien, on patientait, ça se faisait attendre, etc. Tout. D'ailleurs, il y a la série Snowpiercer qui est en ce moment en train de sortir sur Netflix. Et c'est un épisode par semaine. Alors que Netflix, c'était vraiment ceux qui ont instauré ce binge-watching, comme on dit maintenant, où ils balançaient une saison en entière directement. Et là, pour la série Snowpiercer, ils sortent un épisode par semaine. Et alors, je sais pas de où ça vient, si c'est un nouveau format qui tente de voir comment ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'apprécie tellement. En fait, j'aime bien cette attente. En fait, comme on aime bien analyser et parler entre nous de ce qu'on regarde. Et en fait,
bah une fois que, genre, t'attends pendant des mois et des mois, genre la saison 4 de Casa de Papel, et tu te la bouffes en 24 heures, et puis bah une fois que tu l'as regardé, tu fais bon bah voilà, c'est fini. Bon bah allez, je passe à autre chose, tu vois, et ça me gâche le truc. Alors que par exemple, on en avait parlé, c'était à l'époque de Game of Thrones, où la dernière saison, ou même l'avant-dernière saison qu'on a suivie en direct, tu vois, et bah c'était génial en fait de voir l'engouement populaire qu'il y a autour, de voir qu'il y a un épisode par semaine, donc ça réagit dans tous les sens pendant une semaine, il y a des théories, il y a des avis qui se donnent, enfin ça crée de la discussion, ça crée du mouvement je trouve autour d'une série, et pour moi ça fait partie d'un tout, tu vois, le cinéma, enfin la culture en général c'est un tout, c'est pas que être planté devant son canapé et puis enchaîner des trucs à la télé, tu vois. Pour moi c'est ce que j'aime autant regarder un film qu'en discuter après, tu vois. Moi c'est équivalent, tu vois. Et du coup, ce format que Netflix avait un peu imposé, j'étais un peu pas contre, hein, bon, voilà. Mais voilà, je regrettais un peu ce temps. C'est ça. Mais c'est ce qu'il disait, mais en plus, et c'est pour ça que c'était marrant. Je me suis dit, ah tiens, Davin pense la même chose. Je vais lui dire qu'il a dit exactement la même chose. Non, mais c'est DiCaprio nous écoute. Vrai. Mais, bah oui, je crois qu'il avait écouté le dernier podcast. Oui, parce que les gens ne sont pas au courant, mais on a un podcast en anglais. Ouais. Bah, du coup, j'ai un doubleur. Parce que... bah, moi, justement, c'est le doubleur de DiCaprio qui fait mon personnage dans... c'est rempli de fake news. Les gens ne vont plus faire la différence entre si on est sérieux ou pas. Ça va. Voilà, pour Flavie Flamand, c'est vrai. Alors, il suffit d'aller sur notre Instagram. Allez. Et du coup, attends, je sais même plus ce que je voulais dire du coup. Tu parlais de DiCaprio. Ouais, non, de DiCaprio, de ça. Puis après, tu commençais à parler du perso de Brad Pitt. C'est là où on en était. Ouais, je voulais dire ça, avant de parler de Brad Pitt, je voulais dire qu'en fait, DiCaprio, ce qui est marrant, c'est que, du coup, un peu comme moi avec les séries B, dans le film, hein, je parle là, du coup, on n'est pas comme une anecdote qu'il a dit sur le streaming. Là, dans le film, il veut pas tourner dans des films de série B tels que les Western Spaghetti, les Western italiens, parce que pour lui, c'est médiocre. Et c'est un peu ce que je croyais des séries B, du coup. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et après, ça, on le verra par la suite. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il a même honte d'aller là-dedans. De toute façon, il a un gros problème d'estime de lui-même hein, dans le film Rick. D'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant dans le film. Parce qu'en fait, on suit juste Rick et Cliff, presque. Enfin, il n'y a que ça. Et Sharon, bien sûr, l'histoire avec Sharon. Mais je trouve que il n'y a pas d'action particulière et tout. Mais les personnages sont super charismatiques. Ouais, charismatiques. Et un truc qui est original, je trouve, dans la narration, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire. On suit on suit leur vie, en fait. Mais il n'y a pas, comme d'habitude, c'est dans les histoires où la vie est normale, élément perturbateur, action pour résoudre l'élément perturbateur et conclusion. Là, c'est juste, on suit un morceau de vie. Et c'est intéressant, encore une fois, parce que c'est des personnages fictifs dans un monde réel. Donc t'as l'impression limite de regarder pas un documentaire, on va dire, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce choix de pas créer une histoire, quoi. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a voulu prendre en fait le fait divers avec Sharon pour attirer peut-être les gens, ou je ne sais pas, mais prendre un fait divers réel, mais pour raconter une histoire fictive sans grand intérêt, enfin grand intérêt, on va dire. Moi justement, narratif. Je trouve, parce que toi, tu connaissais un peu Manson, etc., mais t'étais pas très alerte sur l'affaire Sharon Tate, etc., quand t'as regardé le film. Et puis, contrairement à toi, quand j'ai vu le film, je m'attendais pas du tout à voir les Manson. Parce que toi, t'avais été spoilé, je crois. Oui, en plus, oui. Et voilà. Et moi, je savais pas du tout. J'aurais vu Sharon Tate, j'y aurais pensé très rapidement, parce que je savais que Margot Robbie jouait Sharon Tate, donc bon. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'y allais dans ce film en sachant qu'il allait avoir le meurtre de Sharon Tate, donc tu vois le film vraiment différemment. Ceux qui n'étaient pas au courant de cette affaire avant d'avoir vu le film, revoyaient le film. Et même, c'est dommage, parce que je trouve que c'est agréable pour le premier visionnage. T'as cette tension, en fait, qui monte petit à petit, parce que tu suis leur vie, tu suis même des passages avec Sharon Tate, etc., mais tu sais comment ça va se conclure. Et t'es toujours sur tension en disant, mais attends, ça va venir comment, ça va. Puis tu vois des éléments qui se rapprochent de plus en plus. Et c'est d'où le fait que la fin, du coup, m'avait surpris. Comme tout le monde, j'imagine, mais bon. Oui. Ça dépend dans quelle mesure, en fait, tu es devant le film.
Alors que moi, la fin m'a vraiment agréablement surpris. Je l'ai vraiment pris avec un plaisir. On y reviendra après. Mais qui font que du kiff tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on lui propose de jouer dans un western spaghetti, là, on cite Sergio Corbucci. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et Sergio Corbucci, pour moi, je ne savais pas si c'était un vrai réalisateur ou c'était comment dire, un autre nom, mais pour citer Sergio Leone. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le titre de Once Upon a Time est lié un peu à Il était une fois de Sergio Leone, qui est un film de western. Il a fait une référence à ça. Oui, bien sûr. Et du coup, je croyais que c'était qui parlait de Sergio Leone. Mais non, en fait, Sergio Corbucci, il existait en fait à l'époque ce qu'on appelait les trois Sergio. Donc ça, je l'ai appris voilà, en me renseignant. Et les trois Sergio, c'était donc Sergio Corbucci, Sergio Leone et Sergio Solina ou Solima. Et du coup, ces trois-là, en fait, c'était vraiment les spécialistes du western. Mais du coup, Sergio Corbucci, c'est un vrai réalisateur, quoi. Encore une fois, il a cité quelqu'un qui est réel. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, voilà. Et qui faisait donc des films de western. C'était les trois Sergio connus à l'époque pour les grands films de western. Même si Sergio Leone, c'est vraiment celui-là, oui, bien sûr, je pense, qui est plus culte, tu vois. Mais bon, voilà. Petite info culturelle. Du coup, justement, après, il y a l'apparition de Polanski et de Sharon, donc on vient d'en parler. Et c'est à ce moment-là, moi, quand j'ai vu Polanski, je crois que c'était là que je me suis renseigné, j'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, en direct pendant le film. Ça, c'est un truc, mais je déteste les gens qui font ça. Quand t'es devant un film, pourquoi j'ai fait ça. Quand t'es devant un film, tu te poses devant et tu restes imprégné. C'est ça que j'aime bien au cinéma. C'est ça. Que généralement, les gens sont posés dedans puis sont forcés de rester. Mais alors moi, je fais partie des gens. Hein. Alors peut-être vous allez me détester. Mais alors, quand on regarde un film et qu'il y a quelqu'un qui sort son téléphone pour aller checker ses messages et tout, j'ai des envies de meurtre, je peux le dire. Ah, ça m'insupporte. Bon voilà, mais là c'est vraiment mon côté tête de con, je sais. Non, mais j'aime pas trop moi non plus. Non, mais c'est vrai, j'aime pas trop moi non plus. Et là, c'était justement. Le pire. Je le fais pas ça. Tu sais, le pire, c'est quand t'es. Tu sais, t'as un film que tu adores, et puis tu dis, allez, faut que je te montre ce film, il est génial. Et toi, tu sais, tu t'installes devant la télé avec l'autre personne. Et puis t'as limite cette petite pression, tu dis, j'espère qu'il va kiffer. Et puis l'autre, il s'emballe les steaks, il est sur son téléphone. Mais là, moi, tu sais, je suis en train de transpirer dans ma tête, je suis Et l'autre, il s'endort. C'est horrible. C'est le pire truc. C'est le pire truc. C'est une forme de torture. C'est ça. Mais c'est vrai que en fait, ça rejoint en fait ce que tu disais plus ou moins tout à l'heure et que tu vois, j'ai oublié de dire. C'est quand tu parlais du fait d'attendre, en fait, que quand t'as l'attente entre deux épisodes et t'as le temps du coup d'en parler aux autres. Ouais. En fait, c'est ça qui est cool en fait dans n'importe quelle passion. Ce qui rend la passion encore plus agréable, c'est de pouvoir le partager. Et du coup, c'est un peu ce que tu dis là, quoi. C'est tu partages ta passion et l'autre il est ailleurs, ça fait chier quand t'as envie de lui montrer un truc. Et c'est ça qui était intéressant à l'époque quand t'avais pas justement le binge watching, je ne sais plus comment on dit, le binge watching, je sais pas quoi. Bah du coup oui, t'as pas ce partage là qui est nécessaire quoi pour. Aussi, bah après il y a quand même du partage. Par exemple, il y a une saison de série qui sort, on va dire que ça partage sur la saison entière, mais du coup c'est très spontané. Oui. On va en parler une fois, basta, c'est fini, c'est rangé. Alors que moi j'adore quand la discussion peut durer plusieurs mois, même quasiment, ou plusieurs mois. Certaines théories ne sont plus possibles, comme ce qu'on fait actuellement avec un certain animé. Oui, où les briefs et tout. À chaque fin d'épisode, on se fait un petit. Au début, c'était toi qui me faisais un petit récap, et après, c'était moi. Voilà, ça, c'est une prochaine émission. Ouais. Bon, on va leur dire, c'est l'Attaque des Titans sur Netflix si vous voulez commencer cet animé. On fera une émission dessus parce qu'il y a saison 4 qui sort en fin d'année. Donc on fera une émission sur l'Attaque des Titans parce qu'on a complètement été en adoration devant cet animé. Donc si vous... On vous le conseille. Hein. Ouais. Si vous connaissez pas, mais allez-y, la narration est complètement dingue. Mais voilà. Dispo sur Netflix d'ailleurs. Les deux premières saisons. Donc après, on passe à un passage, comme à chaque fois, tu vois, je passe les scènes, si t'as un truc à dire, tu me dis, hein, si tu vois, il y a un truc qui te vient. Donc t'as la nuit qui tombe, et t'as Cliff qui va donc rentrer chez lui, Cliff, donc le cascadeur, et on va se rendre compte qu'il vit dans une caravane, près d'un drive-in, et qui vit avec donc son chien qui s'appelle Brandy, et du coup, le contraste est assez saisissant, parce que tu vois... Rick, qui est acteur,
qui se plaint presque de sa vie, qui est presque dépressif, qui est alcoolique et tout, C'est ça. et qui vit dans un truc, dans un truc sublime. Et on voit Cliff qui est beaucoup plus à la cool, on va dire, et qui vit dans un taudis, quoi. Alors enfin, c'est la doublure de Rick et Oui, c'est ça. il vit dans un taudis. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, le contraste en fait entre les deux. Ils sont amis et De tout, toute façon, ils vivent chacun. Même dans le Ouais. film, je trouve que Tarantino il fait un truc assez cool, c'est que aux yeux du monde, tu vois, dans l'univers du film, aux yeux du monde, c'est DiCaprio en gros qui est le cowboy, qui est la vraie star, qui est l'homme fort, etc. Et on se rend compte que finalement, en fait, son cascadeur, c'est lui dans la vraie vie, l'homme fort, le cowboy quasiment. Le Ouais. perso de Brad Pitt, c'est limite un cowboy, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est Il y a ça un que je contraste trouve... entre l'image et la réalité en fait. C'est L'image ça. donnée. Et... Dans la Ouais, c'est fiction, c'est DiCaprio la star, le héros, etc. Alors que dans la vraie vie, on se rend compte que c'est son cascadeur qui est vraiment comme ça, lui, tu vois. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ouais, clairement. Il y a un truc que j'avais trouvé cool quand, tout bêtement, ils ont montré les drive-in qui étaient en fait à l'époque c'était réputé partout. Pendant le confinement, j'aurais bien aimé qu'il y ait des drive-in, quoi. Des drive-in où tu regardes le cinéma en plein air dans ta voiture. Ah oui, carrément. Je trouve ça génial, quoi. Même pas que Et pendant le surtout- confinement, moi c'est vrai que j'aimerais bien. Mais même, ouais. J'irai pas Mais voir maintenant- tout le temps mes films comme ça, hein, mais j'aimerais bien de temps en temps, là t'es tranquille, à l'air libre, dehors et tout. J'aimerais bien essayer. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les films parce que ça se faisait beaucoup dans les années 70-80. Ouais. Mais nous, on n'a jamais connu ça et c'est vrai que c'est un truc. Ça doit être sympa, quoi. Bah clairement, ouais. Et là, ils ont failli le faire en fait pendant le confinement. Bah, ils l'ont fait à Cannes. Ils l'ont fait à Cannes. Ah, ils l'ont fait sur certains films. Ouais, je crois qu'il y a E.T. qui est passé en drive-in Ok. comme ça. Et donc voilà. Après, je sais pas si ça continue en ce moment du coup, mais ils l'ont fait quelques petits films à Cannes au moment parce qu'il y avait le festival de Cannes normalement. Et Et ça a été annulé du coup. Mais... Et après, au niveau du son, ça se passait comment? Je sais pas. Ah bah, à l'époque, alors là à Cannes, je sais pas. Mais à l'époque, en fait, tu te branchais sur une station de radio et t'avais le son qui sortait dans ta voiture. Ouais, c'est ce que j'avais vu, c'est trop bien, quoi. Parce que là, du coup, ouais, pour le. Après, c'est juste là, au niveau de la Covid. batterie de ta bagnole, je sais pas comment ça se passait. Parce que soit tout le monde avait le moteur allumé pour pas perdre la batterie, Oui, c'est vrai. soit tu niquais ta batterie. Enfin, je sais pas. Mais je crois sais pas qu'il comment. te prêtait des radios, des fois, non? Des postes. Ah, peut-être. Ah, bah oui, avec un poste, oui, tout Il bêtement. te prêtait un poste et du coup, tu mettais dans la voiture. Mais là, bon, c'est vrai qu'avec le coronavirus, bah, du coup, oui, tu pouvais pas. Le mieux, c'était de rester enfermé dans ta voiture et avec les ondes radio, quoi, de capter le. Bah, à Cannes, je sais pas comment Le ils film, ont fait. quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé le vivre, ça aussi, ouais. Ouais. Enfin bon, là. Et du coup, après, on passe à une autre scène où on voit du coup Polanski et Sharon et d'autres d'ailleurs au manoir Playboy. Mhm. Et il y a une scène qui est intéressante. Je me rappelle, on en avait parlé en off de cette scène. Je crois que c'est. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Sebring. Sebring, en fait, qui est l'ex de Sharon, qui attend un faux pas de Polanski, clairement. Et c'est McQueen, je crois, qui explique ça. Steve McQueen. Et ouais, Steve McQueen. Et il explique aussi justement que et c'est un peu, comment dire, un peu particulier, hein, le fait qu'il dise ça. Il dit que Polanski justement est attiré par les jeunes femmes. Ah ouais. Il dit à ce moment-là dans le truc. Ouais, il le dit à ce moment-là. Oui, c'est Dans le vrai que Manoir c'était Playboy, il dit, je sais plus comment il le sort. Mais il dit qu'il est attiré. Alors c'est pas, je sais plus comment il le sort. Mhm. Mais c'est bon. Vu ce qu'on sait de Polanski, c'est vrai que ça c'est bizarre. Ça va, ouais. dit comme ça. Enfin bon. Voilà. Ça a peut-être fait. D'ailleurs, oui, ça avait fait. Je crois que c'était l'ex-femme de Polanski. Bon, il en avait plusieurs de femmes, donc je ne sais plus quelle femme c'est. Mais qui avait dit justement que c'était pas très glorieux en fait que Tarantino nage sur cette affaire pour faire de l'audience, pour faire un film, quoi, en gros. C'est sûr, c'est toujours compliqué. Hein. Se servir d'un fait divers pour faire un film, c'est vrai que c'est. Parce que genre là, c'est tel quel. Ouais, mais genre là, bientôt, il y a TF1 qui va reprendre l'affaire du petit Grégory en fiction. C'est toujours assez gênant, je trouve. Parce que par exemple, l'autre fois, il y avait un docu-fiction, Xavier Dupont de Ligonnès sur M6, où ils ont pris un acteur enfin des acteurs et des actrices qui ont joué les rôles de la famille, etc. Et tu voyais le père en train de massacrer ses enfants, quoi. Et je fais, enfin tu le voyais quoi à la télé. Et donc dans un film, on a l'habitude, on va dire, mais là tu dis que ça s'est vraiment passé comme ça.
Ils ont de la famille, tu vois, la famille, ils voient ça. Enfin, je sais pas, c'est assez glauque en fait. Mais je sais je sais pas trop comment me positionner là-dessus en fait. Parce que sinon, tu racontes plus rien non plus, quoi. Donc, je sais pas. Oui, parce que les documentaires, du coup, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Donc c'est après là, bizarre, ouais. Mais les documentaires, généralement, ils demandent en fait l'autorisation des personnes concernées. Mais après, alors que là, il a pas demandé. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on vaut mieux ça que des BD, hein. Des BD de tueurs en série. Bon, je suis très personne. Stéphane Bourgoin. Du coup, après, on arrive à une autre scène en fait où Rick arrive à obtenir en fait un rôle de méchant, encore une fois, mais malgré ce que lui avait dit Schwartz, que ses rôles étaient ringards. Donc, il obtient un rôle de méchant dans la série Ranch Hell, où il va rencontrer Trudy, la petite de 8 ans. Qui semble d'ailleurs très intelligente, très cultivée et tout. Ça s'exprime très bien. Oui, c'est clair, ouais. Et en fait, cette Trudy a été tirée de l'actrice Jodie Foster. Ok, ouais. Voilà, parce que Jodie Foster, à peu près au même âge, en fait, a participé à des séries, des films de western. Voilà, donc encore une fois, il a pris un personnage fictif et... petit clin d'œil, ouais, petit clin d'œil, ouais. C'est dingue. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que pendant le tournage en fait de cette scène, du coup, on voit qu'il explique à Trudy, il pleure devant son livre. Je trouve qu'il joue super bien, là, DiCaprio. Il joue trop bien. En plus, c'est une sorte de plan séquence un peu. La caméra elle est posée, et puis ça tourne. Ouais. Donc c'est super intéressant. Ouais. Et pendant le tournage, c'est là qu'il va perdre ses répliques. Et du coup, j'adore cette scène. Parce qu'il va perdre ses répliques, donc il va se rendre compte à cause de l'alcool, hein, parce qu'il boit, et du coup, il boit parce qu'il est pas bien, et du coup, vu qu'il boit, ça l'empêche en fait d'apprendre. En fait, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est de pire en pire, quoi. Ça l'enfonce dans la dépression. Et du coup, ce qui est cool, enfin, ce que je trouve cool, c'est qu'entre-temps, il va faire une scène dans la caravane, que je trouve sublime, où il va s'insulter presque. Quand il est dans la caravane, il va se gueuler dessus, il va dire que c'est un bourrin, etc. Et tout. Et apparemment, cette scène est une scène totalement improvisée. Et oui, j'ai entendu parler. Ouais. Voilà, et pour moi, c'est une des scènes que je trouve génialissime. Parce qu'il joue trop bien la personne qui tellement est en état de se dire qu'il est au bout de sa vie. Qui semble incompétent en rien et tout, il le joue parfaitement bien. Ça doit être compliqué, je trouve, pour quelqu'un qui a réussi, qui commence à voir en fait que, on va dire, la mode change et du coup il arrive pas à suivre. Tu vois, ça doit être vachement dur. Oui. On va pas plaindre tous ces gens, mais parce qu'ils ont quand même réussi avant. Donc bon, il y a plus dur dans la vie, on va dire. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça doit être compliqué d'avoir eu tellement confiance en soi, je pense, et reçu tellement d'amour, et que d'un coup, en fait, on voit la vague en train de partir, et puis nous, on reste sur le bord de la plage. Non, ça doit être vraiment un sentiment dur, quoi. De toute façon, il montre bien dans le film. Ouais, parce que c'est clair, en plus, parce que ça, ce qui vit là, tu le vis à toutes les époques, quoi. C'est ça. Vu que tout évolue super vite, il y a plein de choses où en fait les gens sont mis sur le carreau et tu les oublies alors qu'ils étaient phénoménal à intenter. Bah, carrément. D'ailleurs, j'avais vu un truc, comme on parle un peu de Sharon Tate, on va parler. Je vais partir ailleurs, mais j'ai lu un article l'autre jour sur Sharon Stone. Est-ce que tu sais ce qu'elle devient? Non. Parce que c'est vrai que Sharon Stone, c'est un nom de star ultra connu, tu vois, t'as l'impression que tout le monde connaît le nom. Et en fait, elle a eu une maladie, en fait, et elle a dû complètement arrêter sa carrière. Et du coup, elle est quasiment inconnue, on va dire. Maintenant, tu la croises dans la rue, tu la reconnaîtrais même pas. Et c'est hallucinant. Et c'est vrai que moi, Sharon Stone, je connaissais le nom, etc. C'était genre dans Basic Instinct, c'est super connu, les scènes, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Tu dis pourquoi une femme qui était aussi célèbre, etc. En 15 ans, elle a complètement disparu des radars. Et donc, en gros, c'est pour ça, en fait. Elle a eu une maladie, je crois, qui touchait le cerveau, je sais pas quoi. Et elle a dû tout arrêter. Et du coup, maintenant, alors je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais en gros, voilà, elle a mis tout en pause. Et c'est plus une actrice. Elle rejoue, je crois, quand même dans quelques films dernièrement, mais vraiment confidentiel, quoi. Donc voilà.
Ok. C'est super triste, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'était la la petite touche déprimante du podcast. La petite touche nostalgique. Non, j'y ai pensé, comme tu parlais de ça, et comme il y avait un rapport avec Sharon et Sharon. Bah c'est ça, tout à fait. Voilà. C'est exactement. Ouais, l'exemple est parfait entre Sharon Tate, voilà tout. Non, mais c'est parfait. Mais qui a fait. C'est parfait. Alors. Mais ouais, bah du coup, non, je trouve qu'il joue vachement bien, même justement dans Caravan, encore une fois, quand il. Je sais pas, j'aime bien parce que ça peut arriver plein. Alors, pas à ce point-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me remettre en question comme ça. Alors, j'ai pas renversé tout comme lui, hein. c'est pas aussi grave, mais des fois, tu te sens, à un moment de ta vie, tu sens que t'es pas au meilleur de ta forme et tu t'autocritiques, quoi. Mais c'est super néfaste de faire ça. De faire ce qu'il fait, en fait, dans le film. Ah bah c'est oui, c'est un extrêmement cercle néfaste. vicieux, c'est un cercle vicieux, de toute façon. C'est ça. Parce qu'en fait, il fait pas la séparation entre ce qu'il est, l'individu, sa personnalité, et son métier. En fait, en disant que c'est un bon à rien, parce qu'il rate, en fait, actuellement, il se rate dans son métier, enfin, il est dans le déclin, c'est même pas qu'il se rate, c'est qu'il est dans le déclin. Il assimile, en fait, son individu, sa personne, à... Ouais, genre lui aussi décline, voilà. alors que C'est ça. il aurait tout pour être Alors heureux que quand tu regardes. C'est ça. C'est ça. Et en fait, il peut séparer, en fait, son métier, ses compétences de son métier, et lui, en tant que personne. Et quand il dit ça, en fait, il s'accuse en tant que personne, c'est extrêmement mauvais. On en parle d'ailleurs dans Le cerveau des enfants, un podcast vraiment bien qui a été créé par Au coin du feu. T'es vraiment le chef de la promo, quoi. Hein. Tu t'occupes de ça. C'est ça. T'es C'est ça. notre J'ai mis community des notes. manager. Hein. Il y a au moins 15 notes promo. Il y a au moins 15 notes promo sur mon truc. Et du coup, après, on passe à une scène que je trouve superbe. Encore une fois, où tu as tout le talent de DiCaprio. C'est juste après, en fait, cette scène dans la caravane où il est dépressif. Il va faire une scène de prise d'otage où, en fait, il prend en otage, du coup, Trudy, la petite de 8 ans. Et il va jouer à merveille. Et le réalisateur va l'applaudir. Même Trudy va le trouver magnifique. Ouais. Et il va verser sa petite larme, quoi. Tellement il est ému. Mais je trouve que c'est émouvant. C'est émouvant. Et encore une fois, il joue trop bien. Son émotion, tu la ressens, quoi. Ouais, non, mais c'est donc, clair. j'ai trouvé ça beau. C'est ce que j'ai aimé. De toute façon, rien qu'avec ces deux personnages, en fait, Rick et Cliff, ça m'a fait kiffer le film. Donc, ah oui, c'est deux personnages très forts, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on va passer à Rick. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Son cascadeur, il répare l'antenne. Il répare l'antenne de Cliff. Et avant d'aller réparer l'antenne, il faut le citer. Il va faire un saut de ninja. Hein. Il va faire un saut de malade. Hein. D'ailleurs, c'est un cascadeur qui va doubler Brad Pitt. Faut le dire. Un cascadeur qui double un autre cascadeur. Un cascadeur. Il y a un gros truc méta. Mais il va faire un petit saut de ninja. Un truc important, je trouve, à noter. Et d'ailleurs, c'est juste avant qu'il va... avant, en fait, par contre, juste un truc que je voudrais préciser, parce que j'étais en train de me dire, il est en train de faire une connerie. Et en effet, je suis en train de vérifier en direct. Donc, vaut mieux le préciser maintenant, avant que pendant tout le podcast, tu fasses la même connerie. Cliff, c'est Brad Pitt, en fait. Et Rick, c'est DiCaprio. Voilà. Oui. Et j'ai dit quoi? Ah non, mais j'ai dit... Ah oui. Il vient de changer l'antenne de Cliff. Donc voilà, je préférais... Je me disais, mince, il se trompe là. Donc vaut mieux corriger tout de suite, comme ça. Oui, non, mais j'ai inversé... Non, mais j'ai pas inversé avant, j'ai dû inverser... Oui, c'est pour ça. Comme tu l'as dit là, c'était pour éviter que tu continues tout le long du truc, quoi. Oui, t'as bien fait, ouais. Mes notes m'ont perdu. Parce que j'ai mis pas mal de notes, hein, faut le dire. Là, j'ai fait un truc assez conséquent. Et donc... Juste avant, donc Cliff, qui est Brad Pitt, qui est le cascadeur. Et mais dis Brad Pitt indirectement, ce sera plus simple. Ouais, je dis Brad Pitt, ce sera plus simple. Parce que Rick et Cliff, même moi, ça me perturbe. Dis Brad Pitt, DiCaprio, on comprend. Ouais, c'est mieux. Et du coup, Brad Pitt va rencontrer une des personnes du camp Manson, en fait. Il va rencontrer Pussycat. Parce que faut raconter un peu cette histoire des Manson, c'est que Manson, en gros, avait créé sa sorte de secte de hippies où il recrutait plein de personnes qui voulaient se joindre à lui dans un but vraiment hippie. Au tout début, c'était très, on va dire, bon enfant, on va dire. C'était. Ouais, je le savais pas, tu vois. C'est grâce au film que je l'ai su. Ouais, tu l'as su ensuite. Parce que... Donc c'est ça que moi, c'est ça qui m'a vraiment plu pendant le film. C'est que dès que j'ai vu des hippies, direct j'ai compris. Tu vois, j'ai fait, ah bah oui, allez, on y va direct. Et quand il apprend en stop, la fille, je savais exactement où ça allait.
Et donc c'est ça qui est intéressant quand tu connais l'affaire Manson et l'affaire Sharon Tate. Tu sais directement, en fait, t'as ton alerte, tu sais, ton radar dans ta tête qui se met, ting, on va là-dedans. Et ça, par contre, j'ai vraiment apprécié pour le coup. Parce que c'est plutôt bien foutu. Alors, il y a plein de petits arrangements avec la réalité, comme il a fait tout le long du film, concernant cette famille, on va dire. Mais globalement, ça nous présente un peu l'esprit qu'il y avait dans cette secte, quoi. Ok. Ok, bah, c'est. Bah même là, tu vois, il a réarrangé parce que Pussycat, elle n'existe pas. Oui. Apparemment, oui. il s'est inspiré de plusieurs personnes. Oui, voilà, c'est ça. Inspiré de plusieurs. Ouais, donc bon. Et du coup, d'ailleurs, tu parlais de Manson, bah justement, en fait, à ce moment-là, quand il répare l'antenne, il va voir dans la maison en fait de Sharon et de Polanski, il va voir un mec qui ressemble trait pour trait à Charles Manson. C'est-à-dire qu'il est le même acteur que dans le Manson. Mais de toute façon, c'est Charles Manson qui c'est là. Manson. Donc ça, pareil, c'est le premier truc moi qui m'a fait aussi tilt. Je me suis dit, là, ça c'est faux. Charles Manson n'était jamais allé rendre visite à Sharon Tate comme ça. Ah d'accord, direct en fait. Ouais, dès que Manson est apparu devant, là, parce que comme je te disais, pendant tout le truc au début, je me disais, ah cool, on va vivre la vraie affaire en direct, par un côté fictif, tu vois. Mais ça va être la vraie affaire. Et c'est à ce moment-là où Manson, il est arrivé devant la maison que je me suis dit, ah, oula, donc ça c'est complètement faux. Parce que justement... c'est assez connu, on va dire, qu'à la base, la secte de Manson, quand ils ont assassiné Sharon Tate, ils allaient dans cette maison, mais en ne sachant pas que c'était Sharon Tate. Ils pensaient que c'était encore les anciens propriétaires, en fait. Donc là, de voir Manson, et en plus qui demande qui c'est qui habite ici, et que l'autre lui répond que c'est Sharon Tate, Polanski et tout, bah du coup, là, directement, ça m'avait un peu dérangé, justement, parce que là, ça remet en cause tout le crime en fait. Il serait sûrement pas allé dans cette baraque là du coup. Enfin, tu vois. Et direct, ça m'a fait. J'ai fait oula, qu'est-ce qui se passe là tu vois, c'est un des premiers trucs qui a commencé à me sortir du récit, tu vois. Ok. Voilà, donc c'est un détail, hein, c'est un détail. Mais voilà. Et par contre, j'ai adoré le fait que Manson en fait on le voit en petit caméo comme ça, mais sinon il est pas présent. Dans le film, dans le reste du film, même quand tu vois la secte et tout, et ben il est pas là. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, ça, déjà on lui rend pas c'est pas un hommage où le mec ça devient le dieu du crime ou je ne sais quoi, tu vois. On le voit juste vite fait, c'est un petit caméo tout pourri, mais ça donne quand même cette aura, tu vois. Tu sens qu'il y a Manson qui plane sur ces gens-là. Et ça, je trouvais intéressant du coup. Ok. Ouais, du coup, t'avais été un peu, t'étais mitigé du coup sur le. Parce que ça, ce que tu dis là, tu l'as réfléchi après du coup. Ce sentiment positif en fait que t'as eu de voir Charles Manson à ce moment-là, c'est quelque chose de positif que t'as sur eu le coup, après, non? Oui, c'est ça. Sur le coup, comme je t'ai dit, hein, ça m'a sorti du truc parce que je me suis direct, j'ai compris qu'on n'était plus dans un sorte de docu-fiction qui allait nous conter une partie de la vérité. Je savais que direct là, ça partait ailleurs, quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent que parfois il faut faire en fait la distinction entre ce qu'on a apprécié en fait directement à l'écran, instinctivement et émotionnellement, quoi. Et après, après réflexion, en fait, c'est différent. En fait, notre avis sur le film peut changer. Ah oui, carrément. Des fois, c'est ce qu'on avait dit. Là, moi, clairement, avec ce film, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, mon avis a vraiment évolué avec ce film. C'est ça qui est cool. Parce que vraiment, en sortant, j'étais tellement frustré par le fait que et puis c'est des choix, c'est comme je te dis, c'est pourquoi faire ce choix de faire apparaître Manson à ce moment-là et du coup rendre complètement bancal le fait qu'ils aillent tuer Sharon Tate et tout, parce que c'est la raison principale, c'est qu'ils se sont trompés de personne finalement, mais une fois qu'ils étaient dans la maison, ils ont tué tout le monde, quoi, mais c'était pas eux qui venaient tuer à la base, quoi, donc voilà. Pourquoi pas, parce que pourquoi pas le voir mais d'une autre manière, quoi. Je sais pas. Parce qu'en plus, apparemment, le film, montage fini, il durait 4h30 à peu près. Ouais. Donc je sais pas quelle scène il y a. Après, il y a beaucoup de scènes, justement, des scènes de Bounty Low, là, la scène les scènes en fait où DiCaprio joue dans sa série de western, en fait. Ouais. Donc ça, il y a eu beaucoup de passages comme ça. Mais quand même, 4h et quelques, c'est énorme, ça me paraît énorme. Ouais, ça... Et du coup, on va passer à un truc qui a fait polémique, justement. Parce que quand il est sur le toit, notre cher Brad Pitt, il va avoir un flashback, en fait. Il va penser à quelque chose qui s'est passé auparavant.
Et c'est qu'il a failli participer à la série Frelon Vert. Donc la série Frelon Vert, c'est quoi? C'est la série à succès de Bruce Lee en fait. C'est grâce à ça que Bruce Lee a été connu. D'accord, je sais même Et- pas. Frelon vert. Ah ouais? Ouais, Frelon Vert. C'est une de ses premières séries. Mais ça a été beaucoup plus connu après sa mort, faut le dire. D'accord. Ça a été une de ses premières séries, on va dire. Mais ça a été, ça a été beaucoup plus réputé. Une fois qu'il a été mort, Bruce Lee, bah là, tout le monde s'est jeté presque sur la série. Quoi. Alors qu'à la base, bon, ça, voilà. Mais voilà, c'est oui, c'est une des séries phares de Bruce Lee. Quoi. D'accord. Et du coup, il a failli, voilà, le doubleur a failli, donc Brad Pitt a failli participer à cette série sous en fait le conseil presque de DiCaprio. C'est lui qui l'a conseillé. Sauf que dans le film, ce qui se passe, c'est que on soupçonne que Brad Pitt a tué sa femme. Ouais. Parce qu'il est tout seul dans sa caravane, il dit qu'avec son chien, et on le soupçonne d'avoir tué sa femme. Et du coup, à cause de ça, on se méfie. On sait pas. D'ailleurs, on ne saura pas d'ailleurs Non, jusqu'à la pas fin vraiment, ouais. si Même c'est si vrai ou pas. Même si on a l'impression, mais on ne le saura jamais. Ouais, on ne saura jamais. Ouais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que déjà, on a de gros soupçons sur lui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se friter légèrement avec un des acteurs importants de la série Frelon Vert, qui est donc Bruce Lee. Et c'est cette scène qui a fait donc polémique. Ouais. Voilà. Et donc bon, alors moi personnellement, j'aime beaucoup Bruce Lee. Ça y a pas de souci. Même j'adore ce qu'il a fait. Bruce Lee, pour moi, c'est un des mecs en termes de développement personnel lié aux arts martiaux. Bah, c'est un exemple. Hein, c'est pour plein de monde, quoi. Et donc j'adore. Mais du coup, je trouve que la polémique, elle est pas légitime. Parce que oui, il paraît donc arrogant, clairement, parce qu'il dit ouais, moi Mohamed Ali, je peux l'avoir en un seul coup, je ne sais quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait Brad Pitt va le défier. Et ce qui va se passer, c'est qu'en le défiant, d'abord Bruce Lee va l'envoyer contre la voiture, et après Brad Pitt va du coup comprendre comment il fait ses coups de pied, et quand Bruce Lee va essayer de lui donner un coup de pied, ce qu'il va faire, c'est que Bruce Lee en fait va réussir à attraper son pied et le balancer contre la voiture, une sorte de vengeance, quoi. Et après ça va être ça va partir en combat où où Bruce Lee va essayer de l'attaquer et Brad Pitt va se défendre. Du coup, assez kiffant d'ailleurs, j'ai bien kiffé ce moment. Et d'ailleurs, ça a été vite arrêté. Et puis il s'est fait virer du coup à ce moment-là. C'est pour ça qu'il allait réparer l'antenne de DiCaprio. Ouais. Mais du coup, j'ai trouvé qu'en fait le combat était plutôt égal. Ils étaient sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça que je disais que c'était intéressant en fait qu'on voit qu'il très rapidement qui fait un petit saut de ninja pour aller réparer l'antenne, ce qui prouve en fait que le mec a des compétences martiales, plus ou moins. Et du coup, le fait qu'il résiste à Bruce Lee, même si on ne sait pas quel est réellement le gagnant à la fin, moi ça m'a pas gêné. En fait, j'ai pas trouvé ça à faire polémique, quoi. Bah moi si, moi je me rappelle. Ouais, c'est pas polémique. Moi clairement je m'en fous. Moi Bruce Lee, c'est pas mon délire. Je m'en fous, mais j'arrive à comprendre. Que ce soit pour des fans ou encore la famille, tu vois, de Bruce Lee, etc. Il passe clairement pour un guignol. Pour moi, qui connais pas beaucoup Bruce Lee, enfin je le connais mais vite fait quoi. Pour moi, il passait pour un guignol, clairement. Dans le film, il passe pour un gros arrogant qui se la pète et qui se fait mettre un peu à l'amende par Bruce Lee, par Brad Pitt. Il se met, comme tu dis, c'est plus un égalité parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant. Mais clairement, quand il y a un mec qui est arrogant comme ça et qu'au final l'autre en face arrive à le foutre contre une portière comme ça, limite, moi j'ai trouvé que Brad Pitt était sorti gagnant du duel, tu vois. Et du coup, c'est pas que. Ça descend, Bruce Lee. Voilà, c'est pas que je ferai polémique moi aussi, je m'en fous. Mais je peux comprendre que ça puisse faire polémique. Après, bon, il y a polémique et polémique, quoi. C'est pas non plus l'affaire nationale. C'est ça. Mais oui, mais après, en plus, je pense que ça en serait resté là, sur Bruce Lee. Je pourrais comprendre, mais sauf qu'en fait, sur la suite du film, on va voir que Bruce Lee a d'autres scènes, en fait. Et du coup, il passe pas pour un mec totalement débile, il passe pour un mec qui est pédagogue. Mais tu es bien au courant qu'aujourd'hui, on tire certains morceaux de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on veut. T'es au courant de ça? Ah oui, je pense que tu parles de quelqu'un en particulier. Non, je parle en règle générale, c'est souvent le cas. Oui, c'est vrai. On va soustraire une phrase ou un moment de son contexte
Oui, faire dire ça. quelque chose, alors que quand on regarde dans le contexte global, généralement, c'est beaucoup plus nuancé. Voilà. Bah, oui, parce que clairement, ce qui a peut-être monté cette polémique, c'est le fait que la fille de Bruce Lee a trouvé ça honteux. Ouais, Tarantino lui a répondu que il montrait la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai l'interview du frère de Bruce Lee. Mhm. Voilà. Et lui, alors j'ai la réponse à côté de moi. Clairement, il a dit. En fait, on lui a posé la question, pourquoi Tarantino s'est-il attaqué ainsi à un mythe, en gros. Ça, c'était la question du journaliste. Et lui, il a répondu que, justement, parce que Bruce Lee est devenu une légende après sa mort mystérieuse, oui, parce que pour le frère de Bruce Lee, c'est pas une mort naturelle. Voilà, donc ça, je ne sais pas. Enfin, je ne dis rien là-dessus. Et donc, Bruce Lee est une icône, et Quentin Tarantino s'amuse en le présentant dans un habit commun et ridicule, mais c'est son habit un peu du frelon vert, quoi. Celui du jeune arriviste qu'il était certainement, malgré tout, un peu. Voilà, ça c'est la phrase du frère de Bruce Lee. Et en fait, Tarantino appuie là où ça fait mal, et surtout pour les fans, en fait, car il veut choquer. Et ça marche. Et ça marche, parce que voilà. Mais de tout l'interview, en fait, on se rend compte qu'à ce début-là, en fait, Bruce Lee était un peu comme ça. Mais après, il faisait ça aussi avec beaucoup d'humour, mais il était quand même assez arrogant, ça faisait partie du personnage. Et après, et ce qu'il dit en fait par rapport à Mohamed Ali, qui pourrait le vaincre en un seul coup de poing, et ben il l'a dit directement à Mohamed Ali. Alors selon les dires du frère de Bruce Lee, justement, il aurait défié Mohamed Ali dans un restaurant, et il lui aurait dit, mais c'était sur le ton de l'humour après. C'était pas sur le ton de l'arrogance, hein, comme on peut le voir dans le film. Voilà, c'était différent. Mais il a dit à Mohamed Ali, parce qu'il était admiratif de Mohamed Ali, et il avait dit, moi avec un coup de poing, je peux te mettre KO. Et Mohamed Ali, il rigolait, il avait commencé à faire un jeu de jambes pour le dire, vas-y, on se la met, machin. Mais surtout sur le ton de l'humour. Et même apparemment à ce moment-là, Bruce Lee, alors je sais pas si c'est vrai, aurait fait sa technique fameuse du poing, là, du coup de poing un peu Wing Chun, là, où à courte distance il donne un gros coup de poing au niveau du ventre et ça fait reculer les personnes. Je pense que tu as déjà vu peut-être une scène de Bruce, voilà. On le voit d'ailleurs dans les mangas, ça souvent, ce petit coup un peu fatal. Et il aurait fait reculer Mohamed Ali de plusieurs mètres. De plusieurs mètres carrément. À 40 mètres. 40 mètres, il a cassé 4 murs. À peu près. Ah, c'est vraiment un manga. Alors, Mohamed Ali aurait été surpris. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. C'est marrant, quoi. Mais oui, il était assez... comment dire? Assez provocateur, quoi. Et c'était surtout ses débuts. Et Bruce Lee a vraiment changé, en fait, quand il a été immobilisé à cause d'un mal de dos, parce qu'il faisait beaucoup de préparation physique, ce qui fait partie des arts martiaux, de toute façon. Quand tu fais des arts martiaux, c'est bien de faire de la prépa physique. Enfin, bref, allez écouter le podcast Art Martial pour ça. Petite promo encore placée. Mais du coup, à cause de son mal de dos, il a été immobilisé. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est renseigné un peu sur la spiritualité des arts martiaux, etc. Et qu'il a été beaucoup plus dans la philosophie et le développement personnel. Et à ce moment-là, il a un peu changé un peu son état d'esprit aussi. Il était beaucoup plus sage, en fait, après ça. Mais c'est souvent, de toute façon, malheureusement, après des accidents ou des choses dans la vie graves, parfois, Non, ça s'agit, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse sur ça, voilà. Ouais, mais c'est super intéressant. Pas une grosse parenthèse, une grosse parenthèse. Voilà, du coup, après, on passe à... du coup, il y a Margot Robbie, du coup, qui joue donc le rôle de Sharon, qui va au cinéma voir son propre film. Et le film s'appelle Mathelm règle son compte, qui est un vrai film de Sharon, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit Voilà, t'allais le dire, je crois. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai adoré cette scène pour ce que ça transmet. Parce qu'il aurait pu faire le choix en fait de faire rejouer les scènes comme il fait avec genre DiCaprio. Tu sais, il y a des vraies séries. C'est. Buntilo. Non, l'autre, il y a une scène à un moment, je crois que c'est un peu après, c'est Les Évadés ou je sais plus quoi. Dans une prison où il reprend, en gros, il se voit à la place du personnage principal. Quoi. Bref, donc. Tarantino le fait à d'autres moments du film où l'acteur de son film à lui reprend le rôle d'une personne d'un autre film. Donc là, il aurait très bien pu mettre Margot Robbie
à l'écran, tu vois, elle se regardait même. Pour ceux qui connaissent Clairement. pas Sharon Tate, etc., ils auraient peut-être mieux compris le truc. Mais là, du coup, moi, j'ai trouvé, alors c'est peut-être personnel, hein, peut-être que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, mais moi, justement, dans tout ce qu'il veut dire dans le film, que c'est une grande fiction, tout son film, et qu'il arrange les événements un peu à sa sauce, et ben là, c'est ça qui est intéressant, de voir Margot Robbie, le personnage donc, de Sharon Tate, en train de regarder la vraie Margot Robbie, la vraie Sharon Tate, et ben en fait, ça montre qu'on est en train de regarder une fiction, tu vois. On n'est pas en train de regarder une docu-fiction. On regarde une fiction et il y a le personnage de fiction qui regarde la vraie fiction, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. Si. Et du coup, c'est à ce moment-là que, tu vois, c'est pareil, quand je l'ai vu sur le coup, ça m'a, bon, j'ai trouvé ça marrant comme scène, mais j'avais pas forcément réfléchi à fond dessus. Mais du coup, moi, je trouve cette scène est super importante parce que c'est vraiment, on dirait le concept de son film. Au niveau de la narration par rapport à la réalité, et ben je trouve elle est résumée dans cette scène qui peut paraître toute bête, mais je trouve voilà, il fait passer à ce moment-là, il casse un peu le quatrième mur pour nous dire nous sommes la fiction, et Margot Robbie elle est en train de regarder la réalité, tu vois, et nous on est dans une fiction, tu vois, on est d'autres personnages, on est d'autres acteurs. C'est vrai. Et du coup j'ai trouvé ça génial, voilà. Donc c'est une de mes scènes préférées du film, c'est un truc tout bête. Alors c'est peut-être parce qu'il y a Margot dedans, je sais pas. J'avoue, moi aussi c'est ma scène préférée, et c'est à cause de Margot. Et oui, on est amoureux de Margot Robbie. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai que cette scène, et, après réflexion, c'est vrai, pareil, moi sur le coup, j'avais pas pensé à ça, Ouais. mais ouais, la scène, elle est intelligente. Et ce que j'aime en plus dans cette scène, c'est que elle se remémore, et on en revient à Bruce Lee, elle se remémore en fait les moments d'entraînement avec Bruce Lee. Donc au début, elle fait des gestes vrai. au cinéma. Et après, on voit en fait avec des flashbacks, en fait, ses propres flashbacks, ou même non, pas dans le film, non, avec des flashbacks d'elle en fait, du moins. On voit Bruce Lee l'entraîner. Ouais, et là, du coup, on voit un Bruce Lee beaucoup plus pédagogue. Il est là, il l'entraîne, et on voit Bruce Lee dans une autre, voilà, dans un autre contexte, bien sûr. et beaucoup plus, beaucoup plus mieux. On va dire, bref. Beaucoup Et du coup, beaucoup plus mieux. Ce n'est pas français du tout. C'est pour ça que j'ai dit bref, parce que je sais que le français partait en cacahuète, voilà, pour pas dire de gros mots. Mais voilà, du coup, ouais, j'ai trouvé ça beau pour ça et pour ce côté-là avec Bruce Lee. Et du coup, après, on arrive à une autre scène qui est vraiment cool parce que du coup, depuis là, on a fait quand même pas mal. On parle beaucoup on a fait une grande partie du film parce que le film, je crois qu'il dure 2h30, fini, 2h30, 2h40, il est assez long. Et là, on a fait une grosse partie et comme vous pouvez le voir, après, pour ceux qui nous écoutent qui l'ont pas vu, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gros événements, il n'y a rien de particulier. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on suit la vie. Il n'y a pas de. C'est ça qui est particulier dans la narration, mais c'est intéressant, quoi, ça change. Oui, et un autre point d'ailleurs qu'on pourrait relever d'ailleurs sur la scène d'avant, j'ai pas pensé, j'y viens d'y penser là maintenant, c'est que du coup on se rend compte qu'à cette époque-là, quand t'étais une star, t'étais moins, moins parasité par les autres gens, par le public et tout. Là, elle se cache juste avec des grosses lunettes, elle va voir son propre film, mais elle est pas embêtée, elle est pas machin et tout, alors que maintenant c'est plus du tout le cas. Une star, pour sortir, c'est compliqué quoi. Ouais, après ça, je sais pas. Tu vois des paparazzi. Elle est peut-être aussi dans un gros quartier huppé de Los Angeles, donc c'est différent. Je sais pas. Peut-être aussi, ouais. Parce qu'à l'époque, je sais pas trop la situation, mais pour moi à l'époque, il y avait quand même des très grosses stars. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Maintenant, il y en a beaucoup. Et limite, je trouve qu'elles sont moins stars aujourd'hui. Il y a moins de grosses stars. À l'époque, il y avait moins de gens connus, mais du coup, il y avait plus de grosses stars, je trouve. Peut-être plus dans les années 90, peut-être. Après, pareil, Sharon Tate, c'était une jeune actrice. Hein, c'était pas une grande star, hein, Sharon Tate. Hein, c'était une jeune actrice qui démarrait. Hein, donc, elle avait tout devant elle. Hein, donc c'est pour ça aussi, je pense. Oui. Voilà. Et du coup, après, on arrive donc à cette fameuse scène que je disais, la première scène de tension. C'est en fait quand Brad Pitt prend Pussycat en stop, parce qu'il a un petit faible pour Pussycat. Hein. J'avoue qu'elle est plutôt mignonne, Pussycat. Bref, et du coup, il a un petit faible pour elle, et il va l'emmener jusqu'au ranch Spawn. Je crois que ça s'appelle Spawn, le ranch. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là où on retrouve tous les hippies. Donc le fameux ranch, donc ça je l'ai appris à ce moment-là, en fait, que c'est le fameux ranch où tu avais toute la secte de Manson, presque, c'est une grande partie. Et je trouve que la scène est super. C'est un vrai western en plus. Ça fait trop penser à ça, le rythme. Le rythme est très western. C'est vrai, ouais.
Ouais, clairement, clairement. Et en plus, bah, même le décor, le rythme, comme tu dis. Mm. Et voilà, et ça fait du bien en fait d'avoir une scène un peu de tension comme ça, parce que pour le coup, je ne sais pas réellement ce qui va arriver, parce que Brad Pitt se rend compte qu'il y a un problème, qu'il y a plein d'hippies dans le ranch, et il connaît en fait la personne qui, le propriétaire, voilà, du ranch, et il veut vérifier en fait dans la maison si le mec est bien là et s'il est en bonne santé, parce que bizarrement tous les hippies sont sortis du ranch, enfin de la maison principale. Et du coup, il trouve ça bizarre, quoi. C'est vrai que nous, même en tant que spectateurs, on se demande ce qui se passe, quoi. Et je trouve qu'il y a une tension assez palpable, et j'ai bien aimé, quoi. Ouais, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, que le propriétaire est bien là, quoi. Ouais. Il est juste dans son lit à rien faire, à dormir, je crois. Et ouais, j'ai bien aimé. Et après cette scène de tension, il va clairement éclater la tête d'un hippie qui avait crevé cette pneu. Et cette scène, je me rappelle, on en avait parlé vaguement, mais apparemment, elle est inspirée de Donald Shear, je sais pas comment ça se prononce, qui était l'assistant de George Spawn, donc le propriétaire. Ouais. Et c'est inspiré de ce personnage-là, donc de Donald Shear, parce que il était vraiment en froid avec ces gens, en fait, ces hippies. Et a priori, dans la réalité, de toute façon, c'est ça aussi qui m'a pas dérangé, encore une fois, mais dans la réalité, il faut savoir que le propriétaire était total. Parce que là, dans le truc, tu as un peu l'impression qu'ils sont incrustés chez lui et que lui, voilà, on le domine, on le fout dans un coin, mais en gros, il est limite leur prisonnier, tu vois. On dirait que c'est un peu ça. On dirait qu'il est aveugle, il comprend pas ce qui se passe. C'est chelou. Ouais. Alors que dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec, en fait, a totalement accepté qu'il vienne habiter dans son ranch. Parce que Manson, en fait, lui a envoyé quelques femmes. Voilà, en gros, il partageait les délires de la secte, sexe, drogue, alcool, etc. Il rentrait dans le truc. Donc bon, à voir jusqu'à quand exactement. Et il y avait un deuxième truc aussi qui était un peu, bon, pareil, pas dérangeant, mais qui est un peu un arrangement de la réalité, qui est intéressant du coup à savoir, je trouve. C'est que le mec, quand Brad Pitt commence à se battre avec le gars là, il y a les autres filles, elles disent faut appeler Bidule pour qu'il vienne nous aider, etc. Et du coup, l'autre, il arrive avec son cheval déterminé, comme je sais pas quoi et tout. Et il faut savoir que ce mec, en gros, ça collerait quasiment pas avec ce qui s'est passé parce que c'était un des mecs qui remettait en cause Charles Manson sur la fin. En gros, d'accord. Voilà, et même Charles Manson a eu des doutes que ce mec-là l'ait balancé à la police, etc. Donc là, le voir comme un chevalier servant qui vient défendre toute la secte, ça fait bizarre, en sachant que lui s'était vraiment retiré. Parce que je crois que sur les derniers mois, il a participé du coup au meurtre, mais pour d'autres raisons en fait. Enfin, c'est tout un truc. Mais il était plus dans la secte en fait. Ok. Voilà, il avait pris ses distances, il avait même failli se battre avec Charles Manson, etc. Et donc ils avaient vraiment pris des distances. Donc c'est pour ça que là, il le présente comme le chevalier fervent. Ça colle mieux dans sa narration pour la fin, du coup. Mais dans la vraie vie, voilà. Après, c'est du détail, hein, vraiment, mais voilà. Non, c'est intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que tu avais vu, pour le coup, moi j'avais pas vu le reportage sur les Manson, quoi. Ouais. Et toi, tu l'avais vu, donc c'était intéressant que toi, tu fasses la comparaison, parce que du coup, moi, vu que le film, comme c'est ce que j'avais dit en fait pour le dernier Samouraï, vu que le film s'impose pas en disant que c'est d'après des faits réels, moi j'ai pas pris le film comme argent comptant, bon, surtout quand tu vois la fin. Là tu te dis bon, ok, mais pour autant quand même ce moment-là, en fait le ranch et tout, pour moi c'était quand même une représentation de la secte Manson qui me semblait correcte, même si je connaissais pas en fait. Pour moi c'était il y a une part de trucs très fidèles, mais de l'autre pareil, c'est un arrangement, tu vois, dès que tu rentres dans les personnages en fait, quand tu prends les sectes dans l'ensemble ça va, mais dès que tu rentres dans les personnages plus précisément, là ça rien ne va plus en fait en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Après c'est après c'est lui qui l'a fait ça à sa sauce. Oui, c'est ça. Et du coup, après, on passe à une autre. Je dis tout le temps ça, non? Donc après, on passe à une autre scène, ça va être horrible. Je vais tout couper à chaque fois que je dis ça. Alors après, simplement, il y a Schwarz, de son côté, qui regarde alors un film, je crois que ça s'appelle Sur la piste du crime. Et Rick et Cliff, de leur côté, donc Brad et DiCaprio,
eux de leur côté, en fait, chez eux, chez DiCaprio, regardent aussi le même film. Et c'est à ce moment que Schwartz, en fait, sans on va dire, l'approbation de DiCaprio, il va quand même appeler Sergio Corbucci, donc la personne qu'on avait citée au début, le réalisateur de western spaghetti, donc de western italien, pour lui dire que voilà, j'ai trouvé un mec pour toi. Voilà. Donc sans l'approbation de DiCaprio. Et ce qui va se passer, c'est que 6 mois plus tard, bah, en fait, ça a extrêmement bien marché pour DiCaprio. Il est, je crois on le voit riche, on le voit marié. On apprend qu'il va se séparer donc, de son doubleur, parce qu'il n'a plus besoin de lui, malheureusement. D'ailleurs, c'est un métier que je voulais faire, un cascadeur. Ça, tous les gamins, quasiment. C'était plus, comment dire, plus faisable que paléontologue au moment où je pense. C'est vrai. Et on apprend du coup que Sharon est enceinte aussi, à ce moment-là. Et du coup, je trouve ça va être la partie où je parle du western spaghetti. Et donc, c'est intéressant de voir la nuance entre les deux. Parce que dans le film, donc, Il était une fois à Hollywood, on comprend qu'en fait, Tarantino, il adorait le vieil Hollywood. Je pense qu'il aime aussi le nouvel Hollywood. Il adore, de toute façon, les séries B, tout ce qu'on disait tout à l'heure, je ne vais pas me répéter là-dessus. Mais on parle vraiment du passage du vieil Hollywood au nouvel Hollywood. Mais ça veut dire quoi, en fait, exactement ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant ce qu'on appelle le vieil Hollywood, il y avait ce qu'on appelle le code A. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'était un code qui, du coup, retirait plein de thèmes qui étaient considérés comme tabous. Genre tout ce qui était lié à la corruption des pouvoirs politiques, tout ce qui était lié à la sexualité, tout ce qui était lié à la violence, le massacre des Indiens, tout ça, c'était interdit. Fallait pas le mettre dans les films américains, quoi. Et en fait, à partir de 1970, en fait, à partir de 1969-70, à l'époque où se passe en fait le film de Tarantino, c'est là que le code A c'est fini et que du coup maintenant c'est bon, on lève les tabous et on peut faire des films qui sont plus violents et tout. D'ailleurs, les films de série B sont souvent décrits comme violents, comme assez sexués. Voilà, sexuellement c'est assez explicite, quoi. Voilà, c'est assez clair. C'est lié un peu à cet événement-là. D'accord. Et le western spaghetti, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça, c'était du coup, vu que c'était en Italie, ça n'avait pas les mêmes restrictions qu'à Hollywood avec ce fameux code E. Et lui, DiCaprio, au début, il critiquait ça, alors qu'en fait, j'ai trouvé ça réellement intéressant. Mais le western spaghetti, moi, je le voyais comme un truc juste violent, extrêmement gore. C'est tout. Tu vois, pour moi, le western spaghetti, c'est le western gore. Je le voyais que comme ça. Ouais. Comme ce qu'on voit dans Tarantino, à chaque fois, il fait des trucs assez violents et assez gore. Et pour moi, son influence du western spaghetti dans ses films, il y avait le côté western, évidemment, un peu classique, et le côté très gore. Mais non, en fait, le côté série B, en fait. Mais le western spaghetti, ce qui est super intéressant, c'est que contrairement au western américain, c'était pas manichéen. Pas du tout. Oui. C'est ça qui était assez intéressant, en fait, par rapport à l'Amérique, c'est que du coup, les Indiens et les cow-boys étaient représentés de la même façon. Alors que dans les westerns américains, les cow-boys c'était les grands gentils et les Indiens c'était les méchants, quoi. Voilà. Alors que dans le western italien, non. C'est plus nuancé. Il n'y avait pas. Beaucoup plus, ouais. T'avais pas. Les Indiens pouvaient être aussi violents que les cow-boys et les cow-boys pareil. Et même les cow-boys c'était limite parodique parce que c'était un peu l'image du anti-héros parce qu'ils étaient violents, ils se laissaient aller à leurs pulsions. C'était pas du tout le cow-boy héroïque. Don Juan qu'on voyait dans le western américain. Il y avait vraiment une différence entre les deux. Oui, tu m'étonnes. Et je trouve ça génial, c'est d'où en fait l'importance en fait de pas avoir de monopole culturel. C'est-à-dire que il y a besoin en fait d'avoir d'autres visions, même d'autres visions dans le monde d'une même histoire, parce que même les Américains, je pense, ne s'en rendaient peut-être pas forcément compte et ils avaient que leur point de vue, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, donc de voir que là, rien qu'avec le western, de voir que c'est intéressant et se rendre compte que le western spaghetti finalement est beaucoup plus crédible dans la réalité que le cinéma hollywoodien de l'époque, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que même DiCaprio, au début du film, il critique ces westerns-là en disant que c'est un truc de série B, que c'est pour les losers. Oui, oui. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intelligent, quoi. Ouais, ouais. Et là, j'ai la phrase qui, je trouve qu'elle est... ce petit texte est parfaitement dit. Ils disent que tout d'abord, le western spaghetti, ça dépasse donc le schéma manichéen, récurrent dans les westerns, pour mettre en scène des personnages bien plus complexes. Et il ne s'agit pas d'une lutte unilatérale des gentils cow-boys blancs, chevaleresques et irréprochables contre les Indiens sauvages et primitifs, ou les terribles bandits mexicains. Au contraire, en fait, vrai, les... c'est vrai qu'il y a les Indiens, mais il y a aussi les Mexicains dans les westerns. Oui, les Mexicains aussi, ouais. Et ils disent au contraire, les protagonistes des westerns spaghetti ont tout de l'anti-héros. Ils sont misogynes, ils sont mal rasés, ils sont cyniques, ils sont égoïstes. Et ils sont prompts à dégainer pour n'importe quoi, juste pour l'argent en fait. Et je trouve ça, voilà. Je trouve que ça dépeint la réalité, quoi. Voilà, ouais, et puis c'est important, parce que nous, tu sais, on l'a déjà dit dans nos podcasts, mais on trouve que le cinéma, beaucoup le voient juste comme un simple divertissement, etc. Mais il faut faire vraiment attention, le cinéma impacte la vraie vie dans nos façons de penser. On a des représentations même de population, de personnages, de métiers, etc., qui sont totalement inconsciemment, hein, mais sont totalement dirigés par des films qu'on a vus, des films ou des séries qu'on a vus. Bah, et donc, c'est important qu'il y ait cette responsabilité chez les scénaristes, etc., d'avoir une représentation, je trouve, assez nuancée, parce que sinon, il y a tellement de clichés qui sont dus à des films et les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent telle ou telle chose de telle ou telle personne ou groupe de personnes parce qu'ils l'ont vu dans des films. Et souvent, c'est le cas, quoi. Et de toute façon, il y avait beaucoup de propagande qui ont été faites à l'époque. À l'époque, tu te rappelles, quand on était plus jeunes, tous les méchants dans les films américains, c'était des Russes. À chaque fois, le méchant, c'était « Oh, je suis le méchant !» Et c'est de la propagande de fou, quoi. Et le gros climat de guerre froide dans les films. Oui, non, mais c'est clair, quoi. Il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que nous, on soutient pas mal les mouvements, justement, d'introduire de tout le monde, en fait, dans les films. Il y en a beaucoup qui râlent dès qu'il y a, je sais pas, il y a un couple homo, ou dès qu'il y a un black ou un arabe dans une série. Et il y en a qui vont partir dans des guerres. Enfin, c'est des... De base, les mecs sont cramés du cerveau. Mais en plus, nous, on trouve ça important. Alors, des fois, oui, ça peut faire un peu genre... Il y en a qui retournent le truc en disant bah non, justement c'est raciste de mettre tel ou tel, genre c'est un quota qu'il faut respecter, etc. Mais nous on trouve que c'est important en fait finalement ce sorte de quota parce que ça apporte vraiment quelque chose dans l'inconscient des gens. Il faut que les gens se mélangent et vivent ensemble, et du coup c'est en faisant des choses comme ça qu'on l'intègre inconsciemment en fait, et voilà, moi je trouve ça important. Bah oui, bah oui, parce que si tu respectes le quota, j'allais dire, enfin, si tu dis que tu as un quota à faire des personnages pour montrer qu'on est tous pareils, voilà, qu'il n'y a pas des gens, enfin, voilà, que bêtement, que les homos et les hétéros, bah, ils ont le même cerveau. Hein. Oui, bêtement. C'est ça. C'est ça, on s'était fait la réflexion l'autre fois. C'était pour Casa de Papel. Dans grave. Casa de Papel, en fait, il y a un personnage trans. Et ça fait polémique, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, parce que les gens disaient, enfin, ceux qui critiquaient, pas tout le monde, ça disait c'est débile de mettre un personnage trans, il n'y a aucune raison scénaristique pour. Et tu dis, mais à quel moment il y a besoin d'un besoin scénaristique, en fait, justement. Elle est là, mais comme tout autre personnage, en fait. Il n'y a pas besoin, et c'est ce qu'on s'était fait la remarque, ça a quand même beaucoup évolué, mais on se disait, c'est comme si tu mettais un personnage black, et tu disais, bah, pourquoi un black, il n'y a aucune raison scénaristique de mettre un black ici, moi je veux rester qu'entre blancs. Enfin, tu vois, donc ça paraît... L'exemple est marquant. Ouais, c'est ça, parce que ça paraît totalement parodique, mais là, de mettre un personnage trans... C'est pareil, il n'y a pas besoin de raison scénaristique, c'est juste c'est un personnage trans. C'est ce que j'allais dire. Le personnage, au contraire, il est super intéressant, il est bien amené et tout. Ouais, c'est ça. Comment il est, de machin. Non, il faut une raison, parce qu'à un moment, elle va sortir son sgeg devant tout le monde. Je sais pas s'il n'y a aucun rapport. Expliquer toute la backstory de la personne. Non, c'est juste... c'est comme ça. Et moi, je trouve ça bien, justement, d'importer plein de personnages différents. Voilà, c'est un vrai truc qu'on a besoin pour... Alors notre génération peut-être ne connaîtra pas
on restera, nous, avec une génération de gens qui vont râler, etc., comme il y a eu les générations d'avant qui ont râlé sur d'autres choses. Mais je pense que petit à petit, ça prend du temps. Pareil, ceux qui militent pour ça, ne soyez pas trop virulents, parce que tout changement de société, ça prend du temps. Mais je pense que les générations futures, pour eux, ça sera totalement normal, en fait. Et ils se poseront même pas la question. Donc, voilà. Faut juste être patient. Arrêtez ceux aussi qui défendent à corps et âme. Détendez-vous un peu aussi. Mais... non, mais c'est vrai, c'est que tout changement de société, ça prend du temps, quoi. Mais pour moi, ça va quand même dans le bon sens, globalement, ces dernières années. Voilà. Oui, parce que comme d'habitude, c'est parce que souvent, les polémiques, on parle de polémiques, mais toujours les polémiques font parler de... Bah après, c'est un cercle vicieux, parce que s'il y avait pas ces polémiques, est-ce que la société bougerait aussi? Tu vois, peut-être que la société ne bougerait pas s'il n'y avait pas. Donc c'est toujours le cercle vicieux. Moi, je suis contre les gens extrêmes sur plein de sujets. Mais même des sujets, en fait, souvent, je suis contre globalement les gens extrêmes, mais des fois, je suis même contre des gens extrêmes alors qu'ils pensent comme moi. Mais moi, je suis moins extrême, je suis moins vindicatif, etc. Et je pense, on va dire, de la même façon. Je suis contre ces gens parce que je trouve que c'est pas le meilleur moyen, par exemple, d'utiliser la violence, etc., pour arriver à ses fins. Mais tu te dis, c'est un cercle vicieux, tu te dis, est-ce que la société bougerait s'il n'y avait pas de gens aussi virulents, tu vois? Est-ce que si tout le monde restait calme, etc., bah finalement, il n'y a rien qui bougerait, quoi. Donc c'est ça, c'est complexe. Alors je dis pas que je valide, au contraire, mais c'est complexe, quoi. Comme tout, quoi. Tout est complexe. Voilà. C'est exactement ce que montrent les western spaghetti. Voilà, exactement. Tout ça pour ça. Non, mais c'est vrai, parce que ça rentre presque dans l'inconscient, en fait. C'est même pas... Des fois, on n'a pas conscience, mais genre là, à l'époque donc, du vieil Hollywood, où les gens peut-être regardaient que des films de western américains, dans leur inconscient, ça rentrait, les Indiens c'est les méchants, les cowboys c'est les même moi quand j'étais gamin, à la limite c'était ça. Bah c'est ça, mais ça, quand j'étais gamin, je réfléchissais pas, mais j'étais pour les cowboys et... Bah c'est ça, ouais, c'est dans le jeu. Oui, même quand tu joues, tu joues genre les méchants c'est les Indiens et toi tu joues le gentil cowboy. Et donc bon, c'est ça qui est... Et c'est d'ailleurs... C'est au moment du nouvel Hollywood, et je reviens à ce que j'avais cité tout à l'heure, que tu as eu ce nouvel air, ce nouveau genre, le Black Plantation, là, le Black, voilà, où on mettait justement les Afro-Américains dans un autre rôle, et pas dans un rôle, voilà. Et peut-être qu'avant, justement dans le vieil Hollywood, on se posait la question, mais pourquoi ces personnages noirs ont ce rôle? C'est pas normal. Ce qui est super intéressant, du coup, c'est à ce moment-là, il y a eu ce changement de mentalité, et c'est très bien. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que Charles Manson s'en est servi pour les meurtres de Sharon Tate. Parce qu'en gros, au début, vraiment, la secte de Charles Manson, c'était, on va dire, vraiment hippie à fond. C'était, nous, on vit en dehors de la société. On veut faire notre propre société, mais pas pour faire chier les autres. On veut vivre entre nous, etc. Donc c'était à base de... Le mec, il leur lavait complètement le cerveau. Il leur disait de désapprendre... Mouvement écologique, vivre en autarcie. Ouais, c'était vraiment désapprendre tout ce que vous avez appris, parce que la société, c'est le mal, et donc on vous a appris que des trucs pour coller dans la société, mais c'est tout. Et bref, en gros, pendant plusieurs années, ça a tourné comme ça, où c'était vraiment drogue, alcool, sexe, enfin voilà. Et sur la fin, au bout d'un moment, en fait, son discours commençait à lasser, on va dire. Il n'y avait pas d'avancée. Donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, le discours de Charles Manson finissait par s'essouffler, parce que y a toujours une réalité économique derrière qui vient se greffer au truc. C'est là que Charles Manson, en fait, a commencé à traficoter avec des dealers, il commençait à y avoir du business un peu, pas des crimes, mais de la délinquance, tu vois. Il y avait... faut qu'on se fasse de l'argent, tu vois, on est en dehors de la société, etc. Mais bon, comme on consomme de la drogue, comme on consomme plein de trucs, voilà, quoi, on va pas se le fabriquer nous-mêmes, donc il faut un peu d'argent. Donc c'est toujours dans beaucoup d'idéologies anti-système, etc. Il y a toujours un peu, je trouve, ce paradoxe, tu vois. Ouais. C'est souvent présent, et au bout d'un moment, du coup, il voyait que son discours commençait à ne plus fonctionner. Il y avait pas mal de membres, dont le mec que je t'ai parlé tout à l'heure, qui commençait à se barrer de la secte, en fait. Et là, en fait, il s'est dit, mince, il faut que je durcisse mon discours, il faut que je crée un ennemi pour radicaliser encore plus les membres de ma secte, quoi. Et clairement, après, il est parti dans une guerre raciale, où justement, il se servait de ce contexte où on commençait à évoluer sur ce sujet,
Justement, il a dit attention, parce que là, en fait, ce qui va se passer, donc je sais plus comment. C'est le Helter Skater, je crois qu'il appelait ça. En gros, c'était une sorte d'apocalypse pour les Blancs. Il disait qu'en gros, les Noirs allaient prendre le pouvoir et allaient génocider les Blancs. Ça allait arriver dans quelques années. Et lui, c'était un peu le Messie qui venait prévenir tout ça. Mais il disait que eux, fallait qu'ils vivent et qu'ils continuent à rester en autarcie en dehors de la société. Parce que les Noirs, donc je mets des grosses parenthèses, c'est pas mon discours à moi, c'est le discours de Manson, attention. En gros, il disait que. Ah oui, oui, tu sais, ça va être tiré de son contexte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et je vais le mettre sur Instagram. Donc Manson, en gros, il disait que donc, le peuple noir va se révolter, va génocider le peuple blanc. Et le problème, c'est que les Noirs sont sous-évolués. Donc une fois qu'ils allaient se retrouver au pouvoir, ils n'auraient pas les capacités psychologiques pour gouverner. Et ils se rendraient compte que ça deviendrait le bordel partout. Et là, ils feraient appel aux seuls Blancs survivants pour gouverner le peuple noir, en gros. C'était son discours à Manson. Et du coup, il se disait, c'est pour ça que nous, on doit vivre en autarcie. On va survivre à ce génocide. Et quand les Noirs, ils auront besoin de nous, et ben là, on réapparaîtra et on dirigera le monde et on pourra le modeler selon notre idéologie, tu vois, qui sera beaucoup mieux que celle qui est en place. En gros, c'était ça tout le discours de Manson, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a réussi à radicaliser des gens. Et c'est pour ça qu'il a commencé à commettre des crimes, dont le crime de Sharon Tate, qui à la base était fait pour accuser des Noirs. En gros, il faisait les crimes pour se dire, comme ça, les gens vont penser que c'est des Noirs qui ont fait ça. Genre, c'est un cambriolage manqué ou truc comme ça. Et comme ça va créer des tensions entre les Blancs et les Noirs. Et ça va commencer à créer cette guerre. En gros, tu vois, c'est ça. C'est résumé, mais globalement, c'est ça. Donc, c'est ce qui est intéressant, du coup, que Tarantino ait utilisé cette histoire du vieil Hollywood, etc. Parce que c'est clairement un contexte qui était très présent à l'époque. Ouais, c'est intéressant parce que j'étais en train de chercher, là. J'avais entendu... que Malcolm X, contrairement à Martin Luther King, il était beaucoup plus virulent, quoi. Martin Luther King, il était connu pour être pacifiste, évidemment. Et du coup, je regardais, parce qu'il avait été relié à une organisation qui s'appelait Nation of Islam, et qui, du coup, était une organisation, justement, qui prônait le suprémacisme noir. Et c'est intéressant, parce qu'il aurait pu, limite, prendre, et ça a été créé... Il a eu entre 1934 et 1975. Bref, Manson aurait pu tirer pour preuve, en fait, genre cette organisation pour dire, vous voyez, ce que je dis, c'est la vérité et tout. Il aurait pu, en fait, il pouvait prendre des faits réels pour. Oui, c'est chaud, quoi. chaud. Alors qu'en fait, à la base, si ça avait été créé, c'est justement à cause de la ségrégation envers les Noirs. Oui, mais c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup d'idéologies qui se basent à cause des extrêmes. Voilà. Oui, c'est toujours le problème des extrêmes. De toute façon, c'est ce qu'on disait. Du fanatisme. C'est ça. Tu peux raconter ce que tu veux. Tu trouveras toujours des faits parce que le monde est tellement complexe et tellement grand que si tu veux trouver un coupable pour tel ou tel truc, tu arriveras toujours à trouver des faits divers qui valideront ton idéologie. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Martin Luther King lui prônait justement le pacifisme pour éviter ce genre de problème. Bien sûr. La violence, en fait, amène la violence. C'est ça. Même si c'était super compliqué à l'époque, ça devait être super dur pour la population afro-américaine. Mais c'est vrai, c'est intéressant. On part dans des trucs philosophiques. Non, mais en plus, c'est que c'est un débat qui finalement, on se dit que c'était à l'époque, mais en ce moment, on est en train de vivre ça avec le meurtre de George Floyd aux USA. Donc on se rend compte que c'est quand même une question qui est toujours d'actualité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Ça a quand même beaucoup évolué. Je pense que contrairement aux années d'avant, c'était encore pire, quoi, faut se dire. Mais c'est dingue de se dire que ça n'a pas totalement été éradiqué avec les années, quoi. C'est ça qui est fou. Puis quand on voit de toute façon un mec comme Donald Trump au pouvoir, c'est un mec qui joue avec ses tensions et qui s'en sert pour se faire élire. Et du coup, c'est triste, voilà, quoi. Triste d'ailleurs, parce que lui, il fait rien de pacifiste. Il est dans le conflit. C'est comme ça qu'il vit. Il est dans le conflit, il est dans les tensions. Ça empire les choses. C'est ça les dangers. C'est ça le danger de ce genre d'extrême, de toute façon. Oui, c'est clair. À la fin de ce podcast, c'est pendre. On va se faire tuer par le FBI à la fin de l'épisode. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si vous nous retrouvez pendus chez nous, vous saurez. On va appeler cette émission La Vérité. La Vérité. Mais oui, parce que rien que ce que tu disais là,
moi ça me fait penser à un autre truc en fait, c'est justement en fait ceux qui cambriolent, quand tu parlais de Manson en fait, qui accusait les Afro-Américains en fait de tuer, alors que c'était lui qui organisait les meurtres. Il faisait ça évidemment pour qu'on s'attaque à une communauté. Ça me fait penser aux personnes qui cambriolent des maisons quand des gens du voyage viennent. Oui, qui profitent, ouais, c'est ça. Et voilà. Ils se disent, Comme tiens, ça, c'est les gens du voyage qui sont accusés. C'est ça. Forcément, vrai, tout le monde accuse eux. Ouais. Et c'est chaud, quoi. Et du coup, voilà, les gens du voyage passent pour des voleurs. Même, il y avait d'autres trucs. Il y avait une affaire, c'était il y a 1 ou 2 ans à peu près. Il y avait un match de foot de l'Algérie. Et pendant la nuit, en fait, il y avait eu des voitures qui avaient été retrouvées brûlées, etc. Et il y avait une enquête qui avait été faite et on s'était rendu compte que c'était des personnes d'extrême droite qui avaient brûlé les voitures. Tout ça pour après dire, ah bah vous voyez, hein, les Algériens, quand ils font la fête, hein, vraiment, c'est le bordel. Et c'est dingue de se dire, mais il y a tellement de trucs comme ça. Genre, par exemple, pour la campagne présidentielle de 2017 en France, il y a eu plus de 15 000 comptes Twitter qui ont été décelés comme des fakes, qui étaient créés par des comptes russes, et qui prenaient des noms généralement arabes, etc., et qui faisaient passer des messages détestables. Et comme ça, les gens voyaient sur Twitter, ah bah tiens, Mohamed, il a dit que la France, c'était vraiment un pays de merde pour les koufars. Et du coup, bah, le premier réflexe, c'est se dire, ah bah voilà, je suis contre ce mec. Alors qu'en fait, c'était des Russes qui se faisaient passer. Enfin, tu vois, c'est un truc... Ouais. C'est de la manipulation, c'est un truc de ouf, quoi. Pour créer un peu une tension envers la population musulmane, en fait. Oui, mais c'était ça le but. C'était le but recherché pour qu'on déteste les musulmans. Genre, c'est. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment, c'est pour ça, faites vraiment attention à tout ce que vous lisez sur Internet, sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut se revendiquer de n'importe quel mouvement, en fait. Et des fois, c'est justement fait pour nuire, quoi. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça, quoi. Voilà. L'esprit critique. C'est ça. Là, on a parlé d'un tour de malade. Bon, de toute façon, on arrive un peu d'ailleurs vers la fin, en fait. Justement, vers cette nuit du 9 août 1969, où Polanski est donc à Londres. Et donc Sharon invite ses amis dans un resto mexicain pour après, en fait, finir la soirée chez elle. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là, pendant qu'elle fait sa soirée? Et bah, t'as Brad Pitt. Alors attends, je vais juste raconter du coup la vraie version pour ceux qui vraiment ne connaissent pas. Mais en gros, dans tu veux raconter la vraie version avant? Ouais. Ouais, vas-y. Pour voir. Vas-y. Bah, de toute façon, c'est court. Hein, mais ouais, t'as raison. Ouais, vas-y. Tout le monde peut la connaître, tu vois. La vraie version, du coup, c'est que la secte de Manson, pensant qu'il s'agit d'un couple, les anciens propriétaires, alors je sais plus qui c'est exactement, mais c'était des personnes assez riches et connues aussi, en pensant que c'est eux, s'introduisent à l'intérieur et se rendent compte, bah, du coup, c'est pas les mêmes personnes, mais bon, bah, une fois qu'ils sont dedans, ils sont dedans et ils ont tué tout le monde, mais c'est atroce. C'est même pas, c'est pas juste tuer puis on se barre en courant, un truc comme ça. C'est les mecs sont complètement tarés. Ils ont tué des gens devant d'autres gens. Ils ont traîné. Enfin, c'était limite de la torture. Et puis après, c'était plein de coups de couteau. Enfin, c'est ignoble. Ils ont repeint avec le sang en mettant plein de messages genre sale porc, etc. sur les murs. Enfin, c'était un meurtre atroce, glauque. Et puis en plus, Sharon Tate du coup était enceinte. Donc ils ont tué son enfant. Ils ont, enfin. C'est horrible, voilà, c'est vraiment un meurtre, c'est pour ça que c'est dur, je trouve, de réadapter ça, et j'avais un peu peur de ça, moi. Plus je voyais le film avancer, plus je me disais, mais attends, on va là-dedans. En plus, connaissant Tarantino, qui aime bien les scènes un peu gore, etc., je me disais, moi, pendant le film, je fais, est-ce que c'est réellement... s'il nous fait une scène gore, etc., enfin, c'est dérangeant quand même. Parce que c'est la réalité. Il n'a pas fait ça. Voilà. Donc du coup, raconte la version de Tarantino. Voilà. Donc heureusement qu'il n'a pas fait ça. Clairement, ça aurait été atroce. Bah, ça aurait été un peu glauque en fait, moralement. Bah, ça aurait été les bandes dessinées de Stéphane Bourgoin, clairement. C'est ça, ouais. Le pauvre... Enfin non, pas vraiment. Ça va. Oui, Stéphane Bourgoin, voilà, c'est un... Bon, parce que je le cite, je fais un petit mot vite fait, c'est que on a parlé il y a longtemps de lui. Justement par rapport à Charles Manson, en plus ça colle pour le coup. Oui, et on s'est toujours dit que si c'était un menteur,
c'était un peu flippant. Quand on se disait, le mec, c'est peut-être un serial killer, quoi, du coup. Maintenant qu'on sait que c'est un menteur... Ouais, parce qu'en gros, pour ceux qui connaissent pas du tout Steven Bourgoin, c'est un expert tueur en série qui était invité depuis plus de 30 ans sur tous les plateaux de télé dès que ça parle un peu de tueur en série, etc. C'était un mec qui, soi-disant, avait rencontré, je crois, plus de 70 tueurs en série en Amérique, en Afrique, un peu partout dans le monde, sauf en France, parce on n'a pas le droit en France d'interviewer des tueurs en série. Mais du coup, il en a rencontré beaucoup, dont Charles Manson, hein, qu'il avait soi-disant rencontré. Sauf que il y a eu toute une enquête qui a été menée, on s'est rendu compte que le mec mentait totalement sur toute sa vie. Et bon voilà, c'est assez flippant maintenant de revoir tous ces récits en sachant que le mec, en gros, il est juste fasciné et c'est une fascination qui est quasiment dérangeante. Et à l'époque où on se posait la question, on se disait, sa fascination apparaît dérangeante, mais en fait, il avait un peu cet alibi de dire que ma femme s'est fait tuer par un tueur en série, c'est ce qui m'a plongé là-dedans pour essayer de les comprendre, blabla. Et on s'était dit à l'époque, je me rappelle, ce mec-là, si c'est un mytho, s'il avait pas sa femme qui était morte comme ça, mais ça serait dérangeant la fascination qu'il a, quoi. Et heureusement, on va dire, heureusement, voilà, peut-être pas, mais comme il a cet alibi, on va dire, ça passe. Mais là, maintenant que c'est un mytho, qu'on se rend compte qu'en fait, il a pas du tout une femme qui est morte par un tueur en série. Voilà. Là, c'est flippant. Ah, c'est flippant. Ouais, c'est flippant, moi je me dis, ce gars, il est pas net. Donc voilà. Si tu nous écoutes... Désolé, Bourgoin. Voilà, bon. Voilà, alors... enfin, on était obligé d'en parler, hein. Je l'avais dit, parce que Manson, Bourgoin... T'arrêtes pas de le citer, en plus, on sent que t'es un peu fan de ce gars. Un peu. J'ai créé un livre, je vais le dessiner. Et donc la version de Tarantino, donc Sharon va faire ça chez elle, et ce qui va se passer, c'est que Rick et Cliff, de leur côté, ce qui va se passer, c'est que Brad Pitt va acheter une cigarette au LSD. Il a besoin de... Ah oui, il a besoin de se relaxer, hein, vu qu'il sait qu'il va quitter son pote DiCaprio parce qu'ils vont plus travailler ensemble. Je crois que ça le stresse un peu, hein, parce qu'il est en caravane, je sais pas ce qu'il va faire comme boulot. Du coup, voilà, il est un peu stressé, donc il achète une cigarette au LSD à une hippie d'ailleurs, peut-être à une hippie qui fait partie de la famille Manson. Et puis DiCaprio, lui, il est tranquille sur sa piscine, en train de faire des margaritas, c'est la belle vie. Hein. Lui, il est pépère, il est comme tranquille. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a donc... alors là, je vais te citer les noms, peut-être que tu me diras si ça te... C'est des noms que tu as vu dans le documentaire, je sais pas. Oui, mais non, c'est les vrais personnages, hein, de toute façon. C'est les vrais noms ? Oui. Ouais, parce que t'as Charles Wenson, Suzanne Alkins, Linda Casabian et Patricia. Je sais pas si c'est les vrais prénoms par contre, mais c'est les vrais personnages en gros. Ouais. Parce qu'ils avaient en plus des surnoms dans la secte, c'était pas leur vrai prénom. Oui, Tex. Il y avait Tex, je crois. Ouais, c'est possible. Le mec que je te parlais tout à l'heure, je crois que c'est Tex. Ouais, c'est ça, c'est Tex, ouais. Et bon, voilà. Bon, du coup, ces quatre-là se préparent à faire le meurtre. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont garés pas loin en fait, de la maison de Sharon. Mais t'as DiCaprio qui va sortir complètement bourré et qui déteste les hippies, hein, clairement, et il va leur gueuler dessus. Clairement, ça va être une grosse engueulade. Et là, là, c'est le début du changement d'histoire. Enfin, moi, je le savais. Enfin, pour moi, du coup, je savais pas. Pour l'instant, pour moi, je savais pas si c'était vrai ou pas. Enfin, je me posais même pas la question. Mais toi, t'as dû te dire, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, là, moi, je me disais, mais ça va où en fait? Là, on va où? C'est clair, c'est clair. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, la voiture s'en va. Donc on se dit, ok, c'est quoi, c'est qu'ils vont pas attaquer en fait. Et non. En fait, il y a Suzanne Alkins, donc une des 4 du groupe, qui va dire, mais si on tuait celui-là, si on allait le tuer, tout je sais pas quoi. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller dans la maison, pas de Sharon, mais dans la maison de DiCaprio. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y en a une qui va prétexter qu'elle a oublié son couteau et elle va s'enfuir avec la voiture. Donc ça, c'est faux aussi. Ça, oui. En fait, elle est restée en fait jusqu'au bout dans la voiture pour démarrer en trombe, tu sais, s'il y avait la police qui arrivait, je sais pas quoi. Donc elle s'est pas du tout enfuie. Et par contre, cette fille, justement, c'est celle qui a... en plus, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est une des seules qui a témoigné, en fait. Genre, une fois qu'ils se sont fait prendre par la police, c'est elle qui a craqué et qui a tout balancé, en fait. C'est pour ça qu'on en connaît autant sur le meurtre, etc., sur plein de détails. Et du coup, elle se donne le rôle du... Moi, j'étais dans la voiture, j'étais pas au courant de ce qu'ils allaient faire, je pensais qu'ils allaient pas passer à l'acte.
mais j'étais dans la voiture pour partir en trône, donc j'ai pas du tout participé au meurtre ni rien. Tu vois. Après, bah voilà, comme c'est la seule qui témoigne, bah, un peu ce que j'ai. Ouais, voilà. Après, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle avait une fille. Je sais pas si tu peux confirmer ça. Elle avait une fille, en fait, dans le clan Manson, là, et parce qu'elle avait hésité à fuir, mais pour sa fille, elle ne l'a pas fait. Ah, ça, j'ai pas entendu ça. Donc je sais pas, ouais, voilà, du coup je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui expliquerait pourquoi en fait Tarantino a eu cette idée de la faire fuir, parce qu'elle avait eu cette idée-là en fait. D'accord. Mais qu'elle l'avait pas fait pour sa fille, parce qu'elle avait peur pour sa fille qui pouvait. D'accord. Et donc Tarantino, comme il réécrit le truc, il a fait. Ouais, il s'est dit, il a pris ce petit prétexte-là et il a fait fuir elle. Voilà. Et du coup vous allez nous dire, mais les trois alors, qu'est-ce qui se passe les trois et tout? Et bah du coup les trois, ils vont se faire éclater la tête. Ils vont se faire éclater la gueule. En fait ce qui va se passer, et là c'est la scène tarantinesque, ils vont rentrer dans la maison, sauf que là Brad Pitt était revenu, complètement défoncé, et il va reconnaître Tex, je crois qu'il c'est Tex qui reconnaît. Et il y a la blague, il y a la fameuse blague, parce que justement dans le témoignage de la femme, il y a un truc qui est super connu dans cette affaire, c'est que quand Tex, etc., ils sont rentrés dans la baraque, et le Tex, il s'est présenté comme le diable. On lui, les autres gueulaient, etc., les victimes, les futures victimes gueulaient, et on lui dit, mais vous êtes qui et tout, et puis lui, il arrive, il fait, je suis le diable, et je viens accomplir le travail, je viens accomplir son travail, ou un truc comme ça. Et là, il y a la fameuse blague, où t'as Brad Pitt qui fait, ah mais je te connais, toi, à moitié défoncé, quoi, et puis l'autre, il lui fait, oui, je suis le diable, puis t'as Brad Pitt qui fait, non, c'était un autre nom. Ça, la blague est cool, je trouve. Bah, à ce moment-là, moi j'étais persuadé en fait qu'il allait se faire tuer. Ils allaient tous se faire tuer et que mais en fait ça allait se finir comme ça. En fait, ouais, moi aussi j'ai pensé un peu, ouais. Je me suis dit, genre voilà. la tuerie va avoir lieu ailleurs. C'est ce que je me disais sur le coup. Ouais, c'est ça. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Brad Pitt va les éclater, mais c'est ultra violent. Et moi ça m'a surpris quand j'ai fait oh! C'est quoi ce délire? D'un coup, le film prend une ampleur totalement gore et extrêmement violente parce qu'il éclate vraiment là. Mais c'est horrible. Hein. Il y en a une, il se fait mordre les couilles Tex par le chien. Il balance la boîte de conserve contre une des filles. La fille, elle crie, elle agonise. Après, il y en a une qui court dehors, qui se fait cramer par des DiCaprio. Mais c'est ça, mais moi, c'est ça que j'ai kiffé, en fait, finalement, a posteriori. Sur le coup, j'étais en train de me demander ce qui se passait, mais a posteriori... Mais comment j'ai chanté pour attraper le coup? A posteriori... Bah justement, je trouve ça tellement jouissif de se dire, on leur fout une branlée à ces connards. Quoi. Mais j'ai surkiffé. Et ça part quasiment, comme tu dis, dans la parodie, avec même DiCaprio qui finit au lance-flamme, quoi. Le truc qui n'a plus aucun sens, quoi. C'est ça, parce qu'il il avait gardé son lance-flamme d'un film, du film Inglorious, je crois peut-être. Ou je sais pas si cette scène elle est d'un Inglorious. Non, c'est le rôle que DiCaprio fait. C'est un film avec des nazis. Ouais, dans le film. Ok. C'est déjà c'est un film dans Once Upon. Oui, c'est dans Once Upon a Time. Ok, ouais. Et ouais, parce que vu que Tarantino fait des références à ses propres films aussi, à ses propres trucs. Mais du coup, et voilà, donc il prend le lance-flamme et il crame. Mais c'est hardcore. Oui, hardcore. mais c'est ça qui est jouissif que finalement après. Ah oui, c'est ça. Parce que lui, au début, il entend rien, il est avec son gros, ses gros écouteurs. Et du coup, j'adore cette scène. Je kiffe cette scène où il leur défonce la tronche. J'étais surpris, c'est extrêmement violent. Du coup, tu étais choqué, quoi. Mais ça marche, comme tu dis, après coup, c'est kiffant quand même de se dire ah ouais, cette histoire elle est cool. Bah pour moi, on va en arriver un peu sur la conclusion du truc et justement tous les messages que je trouvais que Tarantino voulait faire passer. Pour moi, justement, c'est Tarantino. Il fait tout le long du film, il fait un hommage au cinéma en disant que même cette période est géniale, etc. Il est nostalgique, etc. Mais avec cette fin, je trouve qu'il nous dit que ouais, mais c'est de la fiction, les gars. Et tout est beaucoup plus beau dans la fiction que ce que c'était dans la réalité. Et la preuve, c'est ce final. Voilà, dans le cinéma, on peut faire des trucs complètement jouissifs et fous, mais c'est pas la réalité, tu vois. Et c'est ça que j'ai kiffé finalement dans le message.
Parce que c'est vrai que c'est un hommage à toute cette période qu'il aime, qu'il chérit, etc. Et je pense qu'il a conscience aussi qu'il y a une part de nostalgie, il y a une part d'irréel en fait dans les souvenirs, etc. Puis il aime autant le nouvel Hollywood que le vieil Hollywood en fait. Oui, en sur plus. ses critères et tout. Mais là, je trouvais que ça collait vachement bien du coup avec cet hommage à tout ce cinéma de l'époque. Et en gros, moi je trouve qu'il nous dit un peu que c'était une période géniale dans nos souvenirs, etc. Mais il y avait quand même des problèmes. Clairement, en vrai, il y a des problèmes de société, c'était beaucoup plus nuancé et tout. Mais grâce au cinéma, on peut tout embellir. Et puis pourquoi pas en fait finalement. Si ça peut faire du bien, c'est poétique. C'est beau quoi. Et un autre truc qui m'a beaucoup touché du coup sur la fin, je trouve que c'est la fin quasi parfaite, c'est de voir DiCaprio. T'as du coup les gens qui étaient chez Sharon et Sharon qui sortent pour demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Oui. Et t'as DiCaprio qui leur dit non, il y a des mecs qui nous ont attaqués, blabla. Puis t'as Sharon Tate qui lui fait ah d'accord, vous venez, vous voulez boire un petit verre. Et ça se conclut comme ça avec la caméra qui monte tout doucement et tu vois Sharon Tate qui invite DiCaprio à prendre l'apéro. Moi ça m'a foutu des frissons. Moi aussi. Même là en y repensant. C'est ça, parce que moi je trouve ça raconte vraiment quelque chose sur la vie de se dire que des fois il y a des trucs qui tiennent à rien et là tu dis Sharon Tate. Donc le personnage dans le film va prendre l'apéro tranquillement sans savoir du coup ce à quoi elle vient d'échapper et qui a marqué donc sa vie normale puisque c'est arrêté normal mais ça a marqué vraiment un moment très fort même de l'histoire américaine tu vois, donc c'est vraiment une page d'histoire qui s'est écrite ce soir-là et là t'as l'impression que c'est balayé d'un coup de main et je trouve ça super mélancolique et beau. Voilà c'est ça, t'as ce sentiment de mélancolie T'aurais aimé que ça, t'as à la fin, vraiment à cette fin, tu dis, mais c'est vraiment la toute fin quoi. Quand DiCaprio va chez eux, c'est un peu émouvant parce que ils sont fans l'un de l'autre, etc. Oui, donc ils s'admirent autant l'un que l'autre. Et du coup, c'est vrai que c'est émouvant parce que tu te dis, on aurait aimé que ça se passe comme ça. Et il arrive à nous retranscrire ce que Tarantino aurait aimé, ce que Tarantino aurait aimé. Il arrive à nous le faire retranscrire parce que nous aussi en fait quand on regarde le film, surtout cette fin, on aurait aimé la même chose en fait. Moi j'aurais aimé ça quoi. T'as ce sentiment du coup de mélancolie et c'est pour ça que j'ai eu des frissons quoi. Ouais, non, c'est clair. Puis en plus il dit à Brad Pitt que c'est vraiment un ami, etc. J'aime bien la fin. La fin elle est surprenante. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est extrêmement surprenant. Mais c'est pour ça que c'est un film que moi j'ai eu du mal sur le coup, mais après en réfléchissant, en essayant de comprendre ce que l'auteur voulait nous dire, et c'est là que je me suis mis à l'apprécier et j'adore maintenant la fin. Vraiment à la fin, je trouve l'idée géniale quoi. Je crois que je me le prendrai en Blu-ray. Ah tu l'as pas déjà? Je croyais que tu l'avais déjà. Non, parce qu'en plus il a donc t'avais ce que je disais tout à l'heure, t'avais le montage. Final qui durait 4h30. Il avait même hésité à en faire une petite série où il présentait en fait ce qu'il a mis dans son montage final. Mais donc du coup je serais curieux d'avoir le Blu-ray pour les bonus et aussi parce qu'il a ajouté 10 minutes dans la version longue, 10 minutes de trucs, c'est des trucs anecdotiques, mais tous ces trucs qui sont anecdotiques sont quand même cool, donc du coup ça aurait été sympa quoi pour le podcast de l'avoir, mais non mais le podcast va me donner envie de l'acheter. Je me dis, toi, Wivo du futur, achète-le. Je serais obligé de l'acheter. En me réécoutant. Voilà. Non, mais on a fait le tour. Voilà. Magnifique. Et une belle émission encore. Ça va, ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec Tarantino, c'est que Tarantino et d'autres réalisateurs, mais là, pour le coup, pour ce film, il parle tellement de choses en même temps et tout que t'as vraiment beaucoup de choses à en retirer quoi. C'est ce que je trouvais intéressant et puis, sur ce film quoi. Du coup on parlait tout à l'heure de Kill Bill avec notre prof qui nous avait fait un cours philosophique et tout. C'est vrai que ça fait partie des émissions que j'ai en tête. C'est dommage j'ai pas gardé les cours de l'époque, tu vois, je sais même pas si on avait pris des notes ou quoi, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire un épisode sur les deux Kill Bill, mais vraiment en profondeur sur la philosophie derrière chaque scène et tout. Ça pourrait être beau. Faudrait que j'essaye de contacter notre ancienne prof, voir si elle est d'accord pour venir faire un cours en direct. C'est clair. Surtout que je les ai, les DVD en plus. Ouais. J'ai le coffret, un petit coffret Tarantino. Mais je suis pas un fan de Tarantino. Je suis pas un fan. Bon, voilà.
Comme d'habitude, même si tu vois, j'ai oublié, mais j'aurais voulu le dire au tout début du podcast. Comme d'habitude, ouais, pouce bleu, commentaire, partagez. Si ça vous a plu, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du film. Puis voilà, ce que vous n'avez pas aimé dans le film, ce que vous n'avez pas aimé dans le podcast. Nous, on prend tout. Hein. Tout est intéressant pour nous. Voilà. Magnifique. Bon. Sur ce, t'as un petit dicton pour finir ou... Absolument pas. Là, j'y ai pas pensé du tout. Mais... Moi non plus. Ah. Donc comme ça... allez, toujours offrir. Coupez. Bon, bah, à bientôt alors. À bientôt tout le monde. Salut. Et dès que je m'installe face à lui, on est séparés par une table, il s'assoit sur le dossier de la chaise pour me dominer et tenter de prendre le dessus pendant l'entretien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aussi installé sur le dossier de la chaise. Il a commencé à rire et il a fini par s'asseoir.